Hop, je fais un petit audio comme ça sur le pouce ou je sais pas comment dire très rapidement parce que je me sens absolument blessée parce qu'une personne m'a dit il y a 2 heures de ça et finalement ça tourne dans ma tête et j'en profite pour le dire à tout le monde comme ça ce sera fait une bonne fois pour toutes à propos d'un sujet tabou justement dont les gens ne connaissent pas le vrai visage et le vrai fond. C'est justement donc les femmes battues, à savoir pourquoi elles restent, et aussi, je voulais simplement faire la remarque que c'est un sujet duquel en aucun cas on ne peut mettre en cause la femme en question. C'est-à-dire qu'il faut bien se replacer dans le contexte. La femme, c'est la victime. C'est vraiment une victime et vous allez me dire: «Ah bah, justement, raison de plus, pourquoi elles restent, c'est agaçant, c'est énervant, ces femmes qui restent, on essaie de les aider, puis elles restent, elles reviennent tout le temps avec le gars et tout». Alors oui, certainement que c'est agaçant et rageant, mais il faut voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Si la femme, elle y retourne tout le temps ou qu'elle n'arrive pas à partir, c'est qu'il y a des raisons. Donc ça serait peut-être un peu bien d'essayer de comprendre les gens avant de les juger. Heu et c'est pas parce que vous, de l'extérieur, vous ressentez une frustration parce que vous avez pas réussi à l'aider, tout ça parce que vous lui avez parlé, 1 ou 2 fois en lui disant, «Ressaisis-toi ma vieille et tu qu'à partir et machin et si tu veux, moi je t'aide». C'est bien gentil, c'est les intentions qui comptent, mais en vérité, vous n'avez certainement rien fait de vraiment concret. Si la femme est toujours, avec, c'est que en tout cas, vous n'en avez pas fait assez. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi et c'est là que, si vous êtes plein d'orgueil, vous ne reconnaîtrez pas votre tort, mais sinon, vous vous rendrez compte qu'il y a certainement un fond de vérité à ce que je dis. Donc déjà, je commence par préciser que je suis une personne qui ait connu, au moins 2 relations longues avec des hommes qui étaient, ultra violents, donc psychiquement, moralement et physiquement et comment on dit? Verbalement quoi. Donc il y a évidemment une infinité de formes de violence sur terre. Hem et donc je sais vraiment de quoi je parle parce que quand je dis j'ai été avec 2, mais c'était pas 2 pendant 2 mois chacun, c'était, le premier presque 8 ans et le deuxième 3 ans. Donc j'ai vraiment, vraiment une longue expérience et je suis une personne, authentique et qui va au fond des choses. Donc j'ai vraiment vu et j'ai essayé, d'analyser, les personnes là et j'ai voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que là, j'avais une personne qui prenait de mes nouvelles, après plusieurs mois, sans nouvelles. Et j'étais en train de dire que j'étais toujours plus ou moins embêtée avec, mon ex. Donc c'est difficile à décrire, si c'est un ex ou pas un ex, c'est comme à mon avis beaucoup de femmes qui sont dans ces situations-là, on sait plus trop ce que c'est parce que d'un côté c'est un bourreau pour nous, on va pas, sortir le mot de pervers narcissique, très à la mode parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi des gens qui sont simplement violents ou méchants. Dans tous les cas, en général, ces gens-là, ils ont une part de manipulation, de manipulateurs. Comme il y a des femmes manipulatrices, certainement, je dis pas que c'est les hommes le problème, mais aujourd'hui, je me concentre sur les hommes. C'est toujours la même chose. Moi, je ne suis pas lesbienne, donc je ne connais pas les femmes. Je connais les hommes, donc je parlerai de ce que je connais. Et du coup, cette personne qui prenait de mes nouvelles me dit, «Ah non, mais c'est pas possible, franchement, tu rends ouf, c'est bon, tu es toujours avec quoi, ou plus ou moins avec». Là, moi, j'étais pas avec en l'occurrence, c'est juste que la personne m'a aidée, et c'est vrai, j'admets que j'ai accepté son aide, voire je l'ai cherchée, m'a aidée à déménager, enfin à déménager. Je me suis faite expulser justement à cause de lui, parce que j'ai fait tellement de bruit dans le logement, lorsqu'on avait des crises, que le proprio a voulu me faire expulser. Donc en vérité, j'ai pas été expulsée au sens que le tribunal n'avait pas encore prononcé l'expulsion, mais quand j'ai reçu, un avis, pour aller au tribunal et tout ça, moi je suis un peu trop fière, pour ça, donc j'ai préféré partir avant. Et comme et c'est ça un gros point dont je vais vous parler dans cette vidéo aussi, le gros problème souvent des femmes battues, c'est que ce sont des femmes extrêmement isolées. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que si je me retrouve après 3 ans
à m'être fait taper sur la gueule et je vous passe les détails, mais pour vous dire que ça va très loin puisque c'est une personne qui a déjà voulu pisser sur moi et en fait, il l'a pas fait au dernier moment, mais c'est des gens qui sont d'une violence, psychique extrême, qui veulent détruire la plupart de leurs victimes. Moi, j'ai failli vraiment mourir plusieurs fois parce que, déjà, il m'a poussée au suicide. Pendant de longs mois, je pensais à la mort tous les jours et au bout d'un moment, quand vous faites que pleurer et que même regretter d'être né, c'est cette expression qui me venait à l'esprit. À un moment, je me disais: «Mais c'est pas mais ce gars-là, franchement, il m'a fait regretter d'être né. J'ai maudit ma mère de m'avoir mise au monde, tellement il me faisait souffrir et que la souffrance, elle était sur le long terme, c'est-à-dire que ça dure pendant des mois ou des semaines. Ils vont vous faire un travail mental qui dure des semaines, sans s'arrêter. Déjà, ils font des crises qui durent 24 ou 48 heures. C'est-à-dire que pendant 24 heures, vous faites que pleurer, hurler, et dès que vous calmez, ils reviennent pour en remettre une couche ou vous resecouer un coup pour vous refaire pleurer. Et du coup, au bout de 48 heures, moi, il y a vraiment eu des fois où j'ai cru que j'allais mourir d'épuisement, de faim, de soif, parce qu'ils font rien que faire du mal, hein. Et une fois que vous êtes vraiment à l'article de la mort et que là, ils savent qu'on atteint les limites, ah, tout d'un coup, ils redeviennent gentils, puis ils vous font à manger, puis ils vous douchent, et puis c'est pour... Bref, ça, c'est un autre sujet, c'est le niveau de manipulation, et ça, ce serait à faire dans une autre vidéo, parce que sinon, ça va être trop long. Et donc, quand je vous disais l'isolement, c'est que moi, lorsque j'ai failli donc me faire expulser, là, que j'ai voulu partir ailleurs, très loin aussi de tous mes voisins, parce que j'avais beaucoup de problèmes avec eux, c'est des gens qui m'ont harcelée d'une façon difficile à croire pour une victime comme moi, parce qu'ils s'en sont tous pris à moi au lieu de s'en prendre justement à la cause du problème, c'est-à-dire le harceleur. Ça, ce sera encore une autre vidéo ici. Je vais pas faire trop de parenthèses. Donc je voulais partir très vite et j'avais évidemment ni argent, parce que l'autre, il m'a toujours empêché de travailler ou de reprendre du travail, et quand j'en trouvais, il me le faisait arrêter ou perdre. Donc j'avais absolument rien. C'est certainement pas avec le RMI qu'on arrive à faire des choses dans la vie. Et deuxièmement, j'avais encore moins des bras pour m'aider à déménager. Donc quand bien même on serait une femme bodybuildée ou quoi, même un homme seul, il peut pas déménager. Seul, c'est pas possible. Il faut être deux pour porter des choses comme des machines à laver, des frigos, des armoires. On est d'accord là-dessus. Donc, on se retrouve donc, comme je vous dis, après plusieurs années avec un manipulateur ou quelqu'un de violent, on est évidemment très esseulés. C'est-à-dire qu'on a évidemment plus de potes autour de nous, donc les garçons, c'est déjà pas la peine d'y compter. Si vous avez pas un frère ou quoi, et encore, j'imagine qu'il y en a qui ont des gens de leur famille qui sont pas proches d'eux. Donc moi, j'ai pas de frère, j'ai qu'un père qui n'est pas du tout proche de moi et qui était à ce moment-là, quand j'étais sur le point de l'expulsion, qui était encore en vacances. Monsieur, il part en vacances à droite à gauche avec ma mère, et en fait, ils sont en retraite, ils se font une seconde jeunesse. Et c'est des gens qui sont pas du tout affolés par mes situations. Donc, habiter à 7 kilomètres de chez moi. Pendant 3 ans, je me faisais marave la gueule. Et je vais pas dire qu'ils faisaient rien, mais presque. De toute façon, j'étais arrivée à un stade où je leur demandais plus rien parce que à chaque fois qu'on demande quelque chose, c'est les yeux au ciel, c'est et tu nous fais chier, et ceci et cela. Donc, encore une fois, j'imagine qu'il y a plein de femmes comme moi qui n'ont pas ou plus de famille, ou des familles qui sont totalement toxiques pour elles. C'est-à-dire que comme dans Million Dollar Baby, ça a été une révélation pour moi ce film. La fille, elle est quasi championne du monde et sa mère, elle lui dit encore: «Oui, mais t'as pas gagné». C'est-à-dire que il existe des parents comme ça qui sont culpabilisateurs jusqu'au bout, jusqu'à la fin de vos jours, pour qui vous serez jamais à la hauteur, ils seront jamais contents, c'est un puits sans fond et ils n'ont absolument aucune affection et aucune empathie pour leur propre progéniture. Ça existe. On le sait tous, je pense que vous connaissez des gens autour de vous. Donc moi, c'est ce genre de parents que j'ai. C'est ce qui explique que j'ai été obligée, plus ou moins obligée, parce que je suis d'accord que le terme obligé, il est délicat. C'est sûr que dans l'absolu, on a toujours le choix dans la vie. J'ai envie de vous dire, même si vous vous faites attraper par une milice et qu'on va vous torturer, vous avez le choix d'essayer de vous enfuir et de vous prendre une rafale dans le dos, par exemple. Enfin, est-ce qu'on pouvait dire que les gens qui étaient dans les camps de concentration, ils avaient le choix ou pas? Dans l'absolu, on peut dire, comme je dis, bah, tu pu essayer de te sauver ou t'aurais pu t'empoisonner ou te pendre ou je sais pas.
sais pas moi. Donc est-ce que quand on est avec un manipulateur, on a le choix de rester ou pas? Vous croyez vraiment, vous, qu'on a le choix? Bah, encore une fois, oui, c'est relatif. C'est sûr que dans l'absolu, on a le choix. Ah bah, j'aurais pu me suicider, ouais. Et puis j'aurais pu partir dans la rue aussi. Bah oui, dormir dehors et faire la manche et tout. Bah oui, dans l'absolu, oui, j'ai le choix, ouais, de me barrer. Mais dans la vérité des faits, dans le quotidien, est-ce que vous croyez que les gens, ils sont prêts à partir dehors, pour échapper à quelqu'un qui les maltraite? C'est dans ce cas, on va dire: «Bah, les enfants, c'est pareil alors. Bah, tes parents, ils te maltraitent ou alors, ton oncle, il te viole, bah, t'as le choix, hein, tu peux fuguer, hein». Vous êtes d'accord que ce serait révoltant comme parole? On n'irait pas dire ça à un enfant. Alors pourquoi le dire à une femme? Sous prétexte que c'est une adulte? Elle a toute sa tête et toutes ses capacités? Elle a 2 jambes, 2 bras, elle peut travailler? Vous croyez que les femmes qui ont pas de bac ou de machin, elles peuvent travailler comme ça? Elles vont aller poser un CV, on va leur dire: «Ouais, viens lundi, pas de souci». Croyez vraiment? Et vous croyez qu'il suffit de changer de lieu ou quoi pour que le manipulateur, il vous retrouve pas vous? Même à travers toute la France, dans l'autre bout de la France, il vous retrouvera. Il y a des gens qui savent, pirater, vos Facebook ou comptes mail ou quoi. Moi, ça m'est arrivé avec le dernier en date, c'est-à-dire que vous pouvez rien faire sans qu'ils le sachent. Le mec, il revient 3 semaines après, vous vous croyiez débarrassé, il revient, il vous sort tout ce que vous avez fait. Du coup, il va vous éclater la tête parce que en plus vous avez parlé à d'anciens potes à vous ou je ne sais quoi. Donc ça risque de très mal se passer. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'aller porter une plainte en France pour être débarrassé, hein. C'est pas les lardus, vous allez les voir, ils vont prendre la plainte, 15 minutes et puis hop, après ça y est, c'est bon. Non, après ils seront pas là après. Et ce soir et demain et tous les soirs, quand vous rentrez la peur au ventre parce que vous avez peur qu'ils vous attendent devant votre porte, ils seront pas là les lardus. Non, ils seront pas là. Et même quand bien même il y aurait une ordonnance du juge ou je sais pas quoi, comme quoi il a pas le droit de vous approcher, le fameux truc. Ça marche pas non plus, je pense ça. Parce que, les gars, ils reviennent et j'en sais rien, moi, je peux pas témoigner de ça parce que dans ma région, je suis du nord-est, il y a pas de ça. Il y a jamais eu, j'ai jamais entendu parler. Mon ex, là, il était de la région lyonnaise, apparemment là-bas, pour une gifle, on va en tôle. Donc c'est très bien, mais moi, j'y ai passé des mois à Lyon, justement, chez lui. Il m'a plus que giflé et il a été ni en tôle ni en rien du tout, hein. Il a été une fois en garde à vue et c'est tout. Moi, j'ai pas voulu certes, je n'ai pas voulu porter plainte parce que j'avais peur de lui, mais en dehors de ça, s'il y a vraiment une justice en France, il devrait pas y avoir à porter plainte ou je sais pas quoi. Tu veux punir? Bah, vas-y, punis. Pourquoi tu as besoin que je raconte ma vie et que je me déverse en détail pour que comme ça, le gars, il ait encore plus la haine quand il va être confronté ou qu'il va lire ce que tu as écrit ou je sais pas quoi, il va bien te torturer quand il va te retrouver. C'est ridicule cette politique du portage de plainte. Bien sûr que personne ne porte plainte. Et comme je vous disais, le nord-est, moi j'ai des copines qui ont eu leur mère qui se sont fait tabasser toute leur vie par leur père, à avoir des nez cassés, des côtes cassées, des conneries comme ça. Moi encore c'est gentillé, j'ai jamais rien eu de cassé grâce à Dieu. Et les gars, ils ont jamais été ni en tôle ni rien, rien. Mais quand je dis rien, c'est même pas une amende, il y a rien. C'est-à-dire que là, la France, elle s'est découverte tout d'un coup, une nouvelle lubie là, ou je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, pour les femmes battues. Ils te font des belles campagnes à la télé, mais je suis morte de rire quand je vois ça. Ne rien laisser passer ou je sais pas quoi. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Moi, je suis une jeune, j'ai que 30 ans quand même, hein. Et déjà dans ma génération, j'ai connu le fait qu'il y ait absolument aucune justice pour les hommes. Et là, du jour au lendemain, comme ça, d'une année à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années en arrière, je me retrouvais à porter plainte régulièrement parce qu'au début, quand j'étais jeune, j'y croyais, moi, qu'on allait m'aider. Et là, en l'espace de 3 ans, ils te font des dépliants dans toutes les structures publiques. Vous êtes victime de violence, appelez le CIDFF, je sais pas quoi. Alors ça, c'est pareil, c'est presque une autre vidéo à faire parce que je vous le dis franchement, entre ce qu'ils disent et la réalité, encore une fois, il y a un gouffre. C'est-à-dire que le vrai aide qu'on va vous apporter, il est vraiment quasi néant. Moi, en tout cas, on m'a pas aidé encore une fois. Ou alors, il faut vraiment, je sais pas ce qu'il faut faire, il faut dormir devant le CIDFF, mais je l'ai appelé plusieurs fois. Il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas de réponse, ils rappellent pas, ils prennent des rendez-vous téléphoniques qu'ils n'honorent pas. C'est un peu, c'est incroyable mais vrai, mais même en étant en situation où je leur disais que j'étais presque en danger de mort et donc à la porte de mon logement,
ils font rien, quoi. Ils sont vraiment pas pressés et ils s'en battent les steaks, en gros, quoi. Ou alors ils sont peut-être surchargés, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça, c'est pareil. Les assos, faut oublier. Les assos, elles, je sais pas trop ce qu'elles apportent comme soutien puisque quand on appelle, en général, ils ne disposent pas d'un psy ou quoi. Or moi, heureusement pour moi, je suis assez intelligente pour savoir que j'ai besoin de voir un psy parce que si je suis avec des hommes qui me battent, c'est bien quand même que j'ai un problème, moi-même, la première. Et il y a pas de ça. Il y a pas de prise en charge, il y a rien. À l'extrême limite, ils proposent des espèces de foyers, où vous pouvez aller vous réfugier, je sais pas quoi, en cas d'extrême, besoin, de danger de mort là. Mais, comme je dis, il y a pas le truc, c'est que moi j'étais dans une situation où j'avais carrément plus le goût de vivre, mais le goût de vivre, j'ai cherché une autre expression parce que c'est encore trop léger, c'est bien trop léger. C'est pas une question de goût de vivre, c'est que je voulais mourir. Chaque 10 minutes qui passaient, c'était une torture. J'hurlais de douleur, je suis arrivée à un stade où la vie, c'était une douleur insupportable. Alors, je parle en dizaines de minutes, donc imaginez une journée, donc imaginez une semaine. C'est incroyable c'est indescriptible de vivre avec comme je vous disais, une telle douleur constante comme ça. Donc les assos, elles proposent des chambres bidons, donc ça c'est peut-être bien pour les filles de 20 ans ou je sais pas quoi. Ou alors parce que je suis désolée de parler mal, mais les éventuels cassos qui s'en foutent ou qui sont pour moi les foyers de femmes là, on sait déjà qu'ils sont remplis de filles mères, de filles enceintes à 16 ans et tout ça que leur famille a rejeté ou qui sont en rupture familiale. Je suis désolée, mais c'est ça que j'appelle les cassos. Moi, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Moi, j'ai 30 ans, j'ai pas envie de me retrouver avec, des femmes avec des gosses de tous les côtés parce qu'il y a comme je dis, des gamines, françaises comme ça et toutes les femmes, qui sont pardon, réfugiées, les réfugiés là de guerre, les migrantes et tout ça. Bien sûr, heureusement qu'il y a ça pour les accueillir. C'est toutes des femmes avec enfants, puisque bien sûr dans les pays là, une femme sans enfant, ça n'existe pas. Mais moi, je suis comme d'autres Françaises en détresse et en deuil par rapport au fait de ne pas avoir eu d'enfant. Donc, déjà psychologiquement, je ne peux pas me retrouver avec tout un tas de femmes, avec enfants. Je ne supporte plus, moi, le contact, des femmes avec enfants ou des femmes enceintes. C'est un truc, c'est épidermique, ça m'en fait faire des crises d'angoisse, où ça me donne envie de vomir, mais je supporte plus, donc déjà ça aurait été très difficile pour moi. Deuxièmement, la deuxième difficulté, c'est que moi, j'avais encore, vous allez me dire, la chance d'avoir une maison parce qu'il y en a qui sont chez leur, bourreau et elles sont complètement dépendantes d'eux. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, peut-être que ce genre de foyer peut être utile, mais moi j'avais carrément une maison à la campagne quand je me suis mise avec lui. Et lui, il avait un autre logement, donc c'est-à-dire qu'on n'habitait pas ensemble, on était un couché l'un, un couché l'autre. Mais quand, quand on vous propose d'aller dans une chambre, et encore, on vous prévient qu'il y aura des semaines d'attente, et bien sûr, la femme qui vous parle est d'une désagréabilité, ou je sais pas comment on dit, extraordinaire. C'est-à-dire que la meuf, à un moment, vous avez envie de dire, mais excuse-moi, mais meuf, mais tu fais quoi dans une association, toi? Tu parles comme une chienne, ça se voit que ça te casse les couilles qu'on téléphone. Ah bah oui, mais si c'est ça, alors faudra faire un dossier, hein. Ah bah non, on vous prendra pas avec un chat, hein. Ah bah ça non, hein. Là, c'est un peu pour vous donner le genre de... Vous savez, quand vous allez à la CAF et que vous tombez sur une connasse qui a l'air d'être là, on ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait, elle déteste les gens, que vous venez de réclamer le droit d'être aidé, et qu'elle vous parle comme si vous étiez coupable, ou la dernière des grosses merdes, qui fait bien chier d'exister. Eh ben, c'est un petit peu la même chose, les associations de femmes battues. Moi, c'est l'image que ça m'en a donné. Sauf le CIDFF de la ville la plus proche de chez moi, il y en a eu une qui était sympa au téléphone et j'ai l'impression que c'est la seule qui est vraiment investie comme ça. Euh, donc l'histoire de la chambre, comme je vous disais, moi j'étais avec une maison à la campagne, c'est-à-dire que j'avais quand même un T3 de 45 mètres carrés. Vous imaginez le nombre de meubles et d'affaires qu'il y a là-dedans. J'avais un chat ou deux, je sais même plus à cette époque-là. Enfin, c'était il y a quelques mois. Parce que je tombe souvent sur des chatons errants, donc je les recueille et machin. Et j'avais aussi trois ou quatre poules.
et donc un jardin avec plein d'affaires aussi, avec des meubles de jardin, des outils, des machins et on vous dit: «Bah, tu qu'à aller, pourquoi tu vas pas dans un foyer pour femmes battues, quoi?» Les gens, ils ont le culot de vous dire ça. Oui, bah oui, t'as raison, je vais tout vendre. Moi, je vais vendre tous mes meubles, mes affaires, mon électroménager, je vais tout brader 50 euros et tout, la machine à laver. Puis quand je sortirai pour aller dans un foyer pendant quelques semaines ou quelques mois, puis quand je sortirai, eh ben, c'est toi qui me redonneras 2 000 € pour racheter tout. Certainement, va. Alors, du coup, ils vous disent, ah bah, il faut mettre dans un garde-meuble et tout. Oui, oui, bah, donc c'est pareil. Donc, c'est toi qui vas porter la machine à laver ou pas? Ça devient tout de suite très compliqué. Qui va louer le camion? C'est combien? C'est au moins 100 balles ou 150 balles un camion à louer à la journée, à faire des bornes et tout. Qui va payer ça? Je vous rappelle qu'en général, on est au RSA quand on est qu'un manipulateur violent depuis des années. En général, quand bien même on eût été avant ça une femme indépendante qui travaillait, c'est impossible de résister. Au bout de plusieurs années, c'est à 100% sûr que la femme, elle est sans boulot parce qu'il lui aura fait quitter son boulot. En général, on est sans argent parce que c'est certainement pas ce genre de mec qui va vous prendre en charge parce qu'il garde pour lui tout seul son argent s'il en a. En général, c'est aussi des gens qui ont des addictions, donc l'alcool ou les drogues ou le shit ou quoi. Donc c'est des addictions qui reviennent cher, donc tout leur argent passe là-dedans, donc ils ont plus rien à vous donner. Et vous vivotez à peine avec le RMI pour vous acheter à peine de la nourriture. Moi, par exemple, c'est mon cas que ça fait plusieurs années que je n'ai pas acheté de vêtements. Et voilà, donc on est déjà dans une misère noire parce que, on est dans un deuil permanent, parce que la vie se montre, finalement, quasi infernale. Au début, on est une jeune fille, qui pense, qu'un jour elle aura un beau mari, des beaux enfants, je sais pas quoi. Et en fait, il s'avère que les 20 ans passent, les 25 ans passent, les 27, les 30 et en fait, la vie est une grosse, galère, sur toute la ligne et pire que galère, comme je dis, c'est l'enfer sur terre puisque à chaque jour suffit sa peine et c'est toujours galère sur galère sur galère sur galère. Puis après vous tombez carrément sur un diable comme ça qui vous donne envie de ne plus exister. Donc, faudrait un petit peu modérer ses propos, quoi. Je veux dire, avec les femmes battues, et pourquoi tu restes, et pourquoi ceci, ben, et pourquoi ta mère, quoi, j'ai envie de te dire, en fait, tu vois. Va te faire enculer, parce que toi, tu fais rien. Parce que la vérité, c'est que, comme je dis, les gens ne font rien. Les gens ne font rien. Les associations ne font quasiment rien. Ou pour les gens qui sont vraiment en ultime détresse, c'est-à-dire, comme je vous dis, comme les migrantes ou les gens qui sont vraiment à la rue ou en danger imminent de mort, les filles de moins de 25 ans qui n'ont même pas de RMI et qui sont enceintes ou quoi, là, c'est sûr que vraiment, ils vont se bouger le cul. Mais une femme de 30 ans comme moi qui a déjà une maison ou un appart, euh, et voilà, et le RMI, le RSA, pardon, ils voient pas trop en quoi ils peuvent m'aider, en fait. Parce que moi, le plus ce que j'avais besoin comme aide, c'était, comme je vous dis, un gros suivi psychologique. Parce que j'ai bien compris au bout d'un moment que le problème, il venait d'un manque de confiance en soi et d'estime de soi et tout ça. Et ça, c'est pas en une semaine et c'est même pas non plus en voyant un psy une fois par semaine, quand bien même il y en aurait un dans la sauce, que ça va se régler. C'est-à-dire que c'est un truc qui nécessite une prise en charge directe et totale et entière. C'est pour ça que moi, à un moment, j'ai carrément pensé aller en HP. Parce que je me suis dit, regarde, ça résout plusieurs problèmes. Déjà, tu verras des psys ou des psychiatres tous les jours. Donc ça avancera plus vite, les prises de conscience. Deuxièmement, on te fera à manger et on nettoiera tes draps. Parce que le truc, c'est que pareil, arrivé à un certain niveau de déprime et d'impuissance, parce qu'il faut savoir aussi que le PN ou l'homme violent vous fait régresser à un stade très enfantin mentalement, psychologiquement, sur votre estime de vous, sur la peur de tout. C'est-à-dire que vous sursautez au moindre bruit, vous vous mettez à redouter ce qu'il va dire et ses sautes d'humeur, et vous n'osez même plus marcher en regardant les gens dans les yeux, vous marchez en regardant par terre, parce que si jamais vous regardez sans faire exprès le facteur ou je ne sais qui, c'est peut-être qu'il y a quelque chose entre vous, ou que vous essayez quelque chose, ou du coup, vous risquez de vous faire défoncer et puis comme je dis, quand les crises durent 24 heures, après vous faites tout pour ne pas déclencher de crise. Parce que vous êtes arrivé à un stade où vous savez quasiment que c'est l'instinct de survie qui parle, parce que vous êtes tellement épuisé
sur les mois et sur les années que vous savez qu'à la prochaine crise, vous pouvez faire un AVC ou une rupture d'anévrisme. Moi, ça m'est arrivé, encore une fois, X fois, de me dire, je vous jure que c'est un truc qui vous parle dans votre tête, comme quand vous nagez, admettons, vous êtes au fond de l'eau et vous vous amusez et tout, pour ceux qui aiment bien aller au fond de l'eau, et tout d'un coup, ça vous dit remonte, remonte vite, t'as plus d'air, tu vois. Ou alors, quand vous courez, quoi, et que vraiment vous dites ah non, vous commencez à être très essoufflé, et vous vous dites non, je vais me déchirer, je continue et tout, et que en fait ça sonne dans votre tête, arrête-toi, 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 t'arrives plus à respirer, et tout ça. Et vous vous forcez, mais au bout d'un moment, vous êtes obligé d'écouter. Parce que sinon, vous allez quasi mourir, quoi. À un moment, faut l'écouter, le corps. Et ben là, c'était pareil. Il y avait quelque chose, un instant en moi qui me disait, arrête, parce que tu vas mourir. Arrête de parler, par exemple, quand je vous dis que les crises, elles durent des heures, et que vous commencez à être épuisé, que vous commencez à tourner, à voir des étoiles, à avoir des fourmis dans les bras ou quoi, que vous sentez que le cœur il pompe même plus assez, parce que bien sûr c'est des heures à pleurer. Donc pleurer ça use énormément d'argent. C'est pas pleurer, c'est pas comme ça, c'est pleurer, hurler, crier. Parce qu'ils vous jettent sur les murs, machin, et vous êtes en état de choc, et vous tremblez, et vous vous videz de votre eau parce que vous transpirez, vous pleurez toutes les larmes de votre corps, ils vous relèvent, ils vous arrachent les cheveux, ils vous rejettent, ils vous étouffent à moitié, ils vous étranglent, en même temps ils vous hurlent, t'es une salope, t'es une merde, t'es machin, donc il y a des émotions intenses, ça vous vide de votre énergie parce que vous vous dites «Ah ouais, je suis trop une merde, j'en ai marre et tout», et du coup vous êtes tellement, tellement vidé que, comme je vous dis, à un moment, ça sonne dans votre tête qu'il faut arrêter, sinon ça va être l'AVC, quoi. Il y a vraiment des moments où je sentais même une douleur dans la nuque. Je sentais qu'il y avait trop de flux sanguin qui arrivait dans mon cerveau. Ça me faisait mal. Je sais pas si on a des veines ou des gros trucs dans le cerveau, mais je sentais qu'il y avait trop de pression, que ça me faisait carrément mal. Parce que j'hurlais tellement, et quand on pleure, on fait comme ça, vous voyez, ça contracte les abdos, ça contracte tous les muscles, ça c'est pareil. C'est-à-dire que le lendemain, vous êtes à un niveau de courbature que vous arrivez presque pas à vous déplacer, à bouger. Et ça, moi, les gens dans mon village, ils le voyaient. Que j'avais des grosses poches sous les yeux, que j'étais éclatée, défoncée, j'avais carrément des vaisseaux qui explosaient sur la tête, enfin sur le visage, tellement je pleurais, comme je vous dis, ça met de la pression dans la tête, j'avais des petits points rouges sur les joues, on a les yeux injectés de sang, on marche tout recourbé parce qu'on est vidé d'énergie, on est comme une mamie, on marche tout doucement, et les gens, ils me voyaient comme ça, et ils ont jamais rien fait, sauf m'écrire des lettres pour me harceler, pour que je me barre, pour qu'ils aient la paix, quoi. Donc, comme je vous dis, pardon, les gens ne font rien, rien de chez rien. Ils tapent dans les murs pour que vous la fermiez, mais ils viennent en aucun cas s'interposer avec votre soi-disant conjoint ou je ne sais quoi. Parce qu'ils en ont peur, évidemment. Par contre, quand il est plus là, ils viennent frapper chez vous pour, vous menacer de vous taper la prochaine fois ou je ne sais quoi, et vous insulter et vous rabaisser. Hem, donc pourquoi les femmes, battues ne partent pas? Donc pour répondre à cette question, comme je vous disais, est-ce que vous croyez que c'est simple comme ça la vie? En général, on est dépendante financièrement du mec, puisque soit on était déjà une bonne à rien et on n'avait pas de diplôme et on n'a jamais travaillé, et bien évidemment, c'est des trucs qui vont ensemble, c'est un pack. C'est-à-dire que la fille qui se retrouve à se mettre avec un connard, c'est bien parce qu'elle a trouvé que ça et qu'elle a pas eu le choix et qu'elle, se croit bonne à rien et qu'elle a pas de diplôme et qu'elle arrive pas à trouver du boulot et que ça fait déjà des années qu'elle galère, et au fond, elle a cru que c'était peut-être mieux que rien. Bien évidemment, c'est pas écrit sur leur front, hein, les connards. Donc à nouveau, quand on se met avec des gens, pas top, même si dès le début on voit qu'ils sont pas top, en aucun cas on sait, heu, à quel niveau ils sont méchants, mauvais ou dangereux. Ça se voit pas, dans les premières semaines, hein, je vous rassure tout de suite. Et quand on commence à le voir, parce que bien sûr eux, c'est des gens en général manipulateurs qui, même je sais même pas s'il y en a, ils sont conscients de leur manipulation, et il y en a, ils sont tout bonnement, bons à rien et habitués
à cacher leur vraie personnalité parce que sinon ils trouvent pas de meuf et ils peuvent pas survivre comme ça dans la société. Ils trouvent ni meuf, ni employeur, ni rien, ni personne qui les aime. Donc ils sont obligés d'avoir un masque. Et quand ils commencent à le dévoiler, en général, on est déjà à plusieurs mois après qu'on soit ensemble. Donc en général, la femme est déjà totalement attachée et amoureuse ou je ne sais quoi. Parce qu'à nouveau, c'est des gens qui font en sorte que vous tombiez amoureux ou que vous deveniez dépendant d'eux pour ne plus que vous puissiez leur échapper. C'est, encore une fois, c'est pas une question de bêtise, c'est-à-dire les femmes battues qui restent, c'est pas qu'elles sont connes ou je ne sais quoi. Au contraire même, il commence à y avoir des études qui auraient tendance à prouver que les gens qui sont sous l'emprise de manipulateurs, ce sont souvent des gens intelligents. Parce que comme ils sont intelligents, ils sont capables de se remettre en question, ce que les cons ne font pas, comme on le sait. Et du coup, comme ils se remettent en permanence en question, quand ils tombent sur un ou une manipulatrice qui leur dit toi t'es ceci, t'es cela, et toi t'es une grosse merde, et c'est à cause de toi que notre couple il fonctionne pas, c'est tu me pousses à bout, tu me mets en colère, c'est ta faute, tout ce qui se passe, eh ben ils gobent. Voilà. C'est aussi simple que ça. On sait aussi que les milieux de femmes battues, c'est pas que les milieux de cas social. Il y en a une énorme proportion dans les milieux de cadres. Les professions des hommes violents, elles sont beaucoup représentées chez les riches, chez les cadres et chez les médecins, par exemple. Donc, il faut pas avoir de préjugés déjà là-dessus, sur l'origine des gens ou des femmes qui vont se retrouver femmes battues. Comme je vous disais, c'est un truc très simple pour comprendre comment on se retrouve à être avec un connard. C'est parce que d'une part, c'est pas écrit sur leur front, et d'autre part, une fois qu'on est pris au piège, qu'ils commencent à montrer leur visage, déjà, même quand ils commencent à le montrer, en général, on se rend pas à l'évidence tout de suite, évidemment. Il faut encore des mois ou des années avant de vraiment se dire, mais en fait, c'est vraiment un fils de pute. On peut pas se dire ça de notre homme. C'est impossible puisque émotionnellement, on est positionné comme étant fusionné avec lui. On l'a rencontré, ça a été le coup de foudre ou je ne sais quoi, on s'est mis avec, on a du coup mis énormément d'espoir dedans. On s'est dit, ça y est, j'ai rencontré mon homme, on va faire des choses ensemble et tout. Comment voulez-vous qu'une fille ou qu'une femme qui a toujours rêvé de ça, y renonce? Parce que ça y est, il lui a mis une gifle, elle va faire ses valises et renoncer à son rêve de petite fille d'avoir une famille et un homme. Alors vous allez me dire, bah, elle est pas obligée d'y renoncer, elle va le faire avec un autre. Mais ça ne marche pas comme ça, puisque quand on n'a pas confiance en nous, on imagine qu'il y aura pas d'autre, qu'on a de la chance que lui, il nous ait acceptés et qu'il veuille bien de nous comme compagne, et que si jamais on se barre, on trouvera certainement personne d'autre, et que c'est en tout cas bien plus facile de rester avec ce qu'on connaît, entre guillemets la zone de confort aussi, que d'aller chercher ailleurs. Et en général, on n'est pas non plus des putes ou des michetonneuses pour aller écumer les bars pour se retrouver rapidement un autre mec, quoi. Ça, c'est encore une fois, c'est une caste spéciale des femmes. Faut arrêter de croire que tout le monde est comme ça. Parce qu'on en entend énormément parler. Moi, voilà, les salopes, les michetonneuses, tout ça, c'est vrai que c'est une proportion qui augmente de plus en plus. Mais il existe quand même des meufs normales, moi ce que j'appelle normales, donc voilà, qui peuvent pas comme ça, du jour au lendemain se trouver ah bah t'as qu'à te trouver un autre mec. Ah bah oui, j'ai qu'à. Ouais, t'as qu'à. Bah et toi, t'es dans un boulot d'enculé que tu détestes, non? Et ça fait 5 ans que tu nous dis que tu vas changer de boulot. Bah t'as qu'à. Bah t'as qu'à en trouver un autre de boulot, hein. C'est simple, hein, la vie, hein. Bah non, ça marche pas comme ça. On se trouve pas un autre mec comme ça. Soit dit en passant, quand on se fait marave et que tous les jours quelqu'un vous dit que vous êtes conne et moche, je pense qu'on n'est pas trop non plus en phase de séduction et capable de séduire. Et quand bien même on séduirait, on attirerait le même genre de mec, puisqu'on est à nouveau tellement en détresse dans notre vie que on va attirer les chasseurs qui reconnaissent les gibiers blessés. On est d'accord avec ça aussi. C'est pas une femme en détresse avec la gueule, comme je dis, avec des grosses cernes. Tu t'es fait taper le matin et puis le soir tu vas aller dans les bars pour trouver un autre mec. Et il va te trouver rayonnante, bien sûr. C'est vrai qu'on est rayonnante quand on se fait défoncer. En plus, si vous allez dans les bars ou que vous allez je sais pas où pour chercher un autre mec, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Vous pensez que l'ex il va dire ah bah flûte, je l'ai perdue, elle veut plus de moi. Non, il va venir et peut-être aller jusqu'à vous tuer. Il est évidemment hors de question et de propos
d'aller se chercher un autre mec. C'est tout bonnement impossible. Même si vous faites les choses en secret et que vous allez sur un site de rencontre ou je ne sais quoi, comme je vous dis, tôt ou tard, le diable fera qui tombera sur votre ordi ou sur votre profil ou quoi, puisque moi, ça m'est arrivé à chaque fois. À chaque fois que j'ai essayé de m'en sortir, de me donner du courage, parce que c'est pareil. Est-ce que vous imaginez quelle violence il faut pour renoncer à un homme qu'on pensait aimer? Et comme ça, quasi du jour au lendemain, se dire, bon, allez, je me reprends en main, je vais m'inscrire sur un site, je sais pas, je vais parler à des inconnus. Non, on s'en bat les couilles des inconnus. Nous, tout ce qu'on veut, c'est lui, parce qu'on l'aime. Et pourquoi, vous allez me dire, mais elles sont connes, mais c'est ça qui est trop énervant. Pourquoi elles aiment des gars qui les tapent? Parce que ça n'a pas de rapport, si vous voulez. Quand on est petite, notre père nous tape, ça arrive ça, dans plein de familles. Faut arrêter de se voler la face. Moi, mon père, il m'a tapé. Et est-ce que je l'aimais pas? Alors encore une fois, on touche à une explication. Je pense que même dans ma génération, il y a encore eu un dans les années 50, tout le monde se faisait taper. Mais même dans les années 80, il y avait encore beaucoup de gens, tous ceux qui ont eu la chance de grandir avec un père, qui se sont quand même pris une ou 2 raclées dans leur vie. Et même sans parler de raclées, il y a de la violence psychologique aussi. Un père, ça peut parfois être violent sans le vouloir quand même. C'est brutal un homme, ça maîtrise pas sa force ni physique ni psychologique. Ça peut parler un peu mal, ça peut être méchant, ça peut être, quand un homme il est déçu par sa fille ou quoi, il peut lui dire des paroles blessantes, ce qui va émécher sa confiance en elle. Et un jour, elle se met avec un homme qui, pareil, finit par se montrer blessant ou rabaissant, mais elle se remet en question. Elle va pas se dire, ah, on n'est pas toutes des Marocaines ou je sais pas quoi. On se prend pas pour des princesses, les blanches. Déjà, ça c'est pareil, c'est encore un autre sujet. On a des comportements extrêmes opposés puisqu'on a eu des éducations extrêmes opposées. Nous, quand un homme nous dit c'est de ta faute si je te tape parce que tu me pousses à bout, on se remet en question. On se dit pas c'est quoi ce mec, c'est bon, je mérite mieux, je demande le divorce, je me casse, quitte à se marier 5 fois dans la même vie. Nous, déjà, il n'y a pas de divorce puisqu'on ne nous épouse pas. Et voilà, donc encore une fois, là, je pense que j'ai évoqué plein de raisons qui vous répondent déjà à votre question pourquoi les femmes restent, la fameuse question quoi. Et comme je vous dis, ne vous permettez surtout pas de la ramener si vous n'avez rien fait ou quasi rien. Il suffit pas de sermonner une femme ou de lui dire un jour: «Allez viens, tiens je vais t'aider, je t'emmène» ou faire un truc ponctuel, ça ne suffit pas. Parce que je vais vous dire maintenant la réalité et vous allez faire: «Oh oui mais c'est trop». Bien sûr que c'est trop, mais tant qu'on le fera pas, il y aura des femmes battues et une femme qui mourra tous les 3 jours ou je sais pas quoi. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est la honte. Notre pays, c'est la honte. Une femme qui meurt tous les 3 jours. Sérieux? Ouais, c'est sérieux, c'est les vrais chiffres. Elle meurt, vous entendez? Elle meurt. Ça veut dire, il y en a combien qui meurent pas, qui se font taper? Ça a l'air d'être une sacrée proportion. Et même dans les pays du Maghreb, soi-disant qui sont aux yeux des Européens, très très macho ou je sais pas quoi, un homme qui tape sa femme, il est puni, il va en tôle. Un homme qui tue sa femme, pour certains pays, il y a la condamnation à mort quand même. Faut se réveiller. Et nous, en France, un pays, soi-disant évolué et avec des influences, quand même plus nordiques que le Maghreb, le féminisme, c'est zéro ici en vrai. Enfin, moi, je suis pas féministe et je ne suis pas pour le féminisme parce que c'est un autre extrême auquel j'adhère pas, c'est-à-dire détester les hommes ou je sais pas quoi. On n'est pas là pour les détester. On n'est pas là non plus pour dire qu'on est au même niveau hommes et femmes. On est différents, mais on a tous les droits au même respect, ça c'est sûr. Mais on vaut pas la même chose dans les mêmes domaines. Il faut prendre en considération les différences. Chose que les féministes n'ont pas l'air de faire. Enfin bref. Donc même au Maghreb, moi j'ai déjà entendu, hein, parce que comme je vous dis, moi je suis convertie à l'islam et donc j'ai fréquenté énormément de Maghrébins. Et j'ai entendu des histoires de femmes au Maghreb qui s'étaient fait taper et qui avaient obtenu le divorce et des grosses peines pour les hommes, voire de l'argent et des dédommagements et tout. Moi je me suis quand même fait casser 5 dents dans ma vie par mon ex et il a jamais été au tribunal. Sur 5 plaintes, alors les 5 dents, c'était d'un coup, hein, une seule plainte et les 4 autres qui étaient donc réparties, il y en avait une ou 2 par an pendant des années,
Parce qu'on me disait: «Il faut continuer à porter plainte. Si ça fait rien, il faut continuer». Ah bon, faut continuer. Mmh. Ouais, donc j'ai continué et en 5 plaintes dans ma vie, ce mec n'a été convoqué qu'une fois au tribunal. C'était la dernière en date, je crois, et il y est pas allé et le juge lui a mis en son absence, je crois, une 150aine d'euros à me payer comme dommage. C'est-à-dire que des séquelles physiques irréversibles qui restent à vie, comme des dents cassées maintenant, mes dents elles sont quasi nivelées dans la hauteur et elles sont à vif, ça m'a fait mal pendant des années avant que ça se désensibilise, et ben ça donne 150 euros. 5 dents, ça vaut 150 euros en France. Par contre, si vous allez chez le dentiste pour qu'il vous en fasse une fausse, elle ne vaudra pas 150 euros, hein, ça c'est sûr. Donc c'est toujours la même chose, c'est deux poids, deux mesures. Vous êtes une merde, il n'y a pas le droit à la justice, il n'y a rien. Et encore une fois, comme je dis, ce qui est surprenant, c'est qu'apparemment, c'est qui tout double d'une région à l'autre, c'est les extrêmes opposés. Chez nous, on peut tuer une femme sans quasi rien avoir. Et dans le Rhône-Alpes, apparemment, soi-disant qu'ils vont tous en tôle pour peu de choses et tout. Mais bon, ça, c'est les hommes qui l'ont raconté, donc j'ai peine à y croire quand même maintenant. Voilà. Donc, comme je vous dis déjà, je vais essayer de résumer maintenant parce qu'on en a quand même à 40 minutes. Ah oui, donc, ah non, ce que je voulais dire pour conclure de ce qu'il faut faire, maintenant je passe à la partie que faut-il faire? Je vous le dis franchement, ça va vous paraître extrême, mais il faut prendre la femme, la mettre chez vous et la garder le temps qu'il faut pour que l'ex finisse par s'enlacer de la harceler. Parce qu'évidemment, ça va avec, ça, c'est de pair. Un homme qui est violent et tout, c'est pas un homme qui est juste mal dans sa peau, qui est violent et qu'il suffit de prendre ses bagages et partir et il s'arrête. Ou alors, si vous en avez connu des comme ça, c'est que c'était vraiment des bisounours. Ils sont gentils, ceux-là. Mais la plupart des violents, évidemment, ça s'accompagne par du harcèlement, c'est-à-dire qu'il est interdit de les quitter et il est impossible. Comme je vous dis, même si vous allez vivre à Bordeaux ou au fond du Massif central, il vous retrouvera par internet ou parce que vous prenez une Freebox. Vous savez que quand vous prenez une Freebox, vous êtes automatiquement dans l'annuaire. Moi, je l'avais remarqué très jeune justement puisque je cherchais à fuir mon premier ex violent. Où que vous soyez en France, enfin, si jamais il a une idée de la ville dans laquelle vous êtes parti, il tape votre nom avec la ville, il trouve direct. Donc il y a plein de choses comme ça auxquelles on pense pas, mais qui nous recensent ou qui peuvent nous trahir, ou éventuellement des amis en commun, ou des parents qui se rendent pas compte ou quoi, ou qui vont finir par donner votre numéro, ou alors il sait où vous travaillez, il va vous attendre à la sortie du travail, donc sur le coup les collègues vont vous dire: «Oh et tu veux qu'on t'aide?» Et encore, ça c'est en Lorraine. Mais dans le sud, ça m'étonnerait bien qu'ils s'entraident comme ça. Mais ils vont vous dire ça sur le coup, puis vous allez dire: «Bah non, c'est bon, merci», puis vous allez rentrer et puis ça continue. C'est-à-dire que ça perdure, ça perdure. La seule façon, c'est comme quand ils font des vidéos sur, comment se débarrasser d'un PN ou quoi, ils vous disent: «La seule façon, c'est de couper totalement les ponts», parce que tant que vous décrochez, par exemple, ou qu'il lui reste une influence sur vous, par exemple, il vous doit de l'argent ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'ils se débrouillent pour qu'il y ait toujours quelque chose qui vous rattache à eux. C'est-à-dire que j'ai mis aussi des années. Moi, j'étais tellement pauvre que pour moi, même 200 ou 300 euros, c'était énorme et je ne pouvais pas renoncer à ça. Il faut des années pour se dire maintenant, je m'en fous, même si j'ai perdu de l'argent, je préfère m'asseoir dessus, je vaux mieux que ça. C'est-à-dire que si je sais que si je rentre en contact avec lui, ça va repartir en vrille. Mais ça, il faut des années pour se le dire. Donc il y a toujours quelque chose qui nous lie au manipulateur et comme je vous dis, ils vous retrouvent toujours, ils vous attendent devant chez vous. Il faut savoir que même si vous appelez les gendarmes ou la police, ils peuvent rien faire parce que tant qu'il n'y a pas eu de jugement, comme je disais, n'importe qui a le droit d'être dans la rue. Tant qu'ils sont sur la voie publique, même si c'est devant votre porte, ils ne peuvent pas les chasser. C'est interdit. Faut le savoir ça. Et je vous dis même plus, si vous faites rentrer la personne chez vous, parce que le gars, alors ça c'est pareil, bah pourquoi vous l'avez fait rentrer, qui vous disent, bah donc si vous faites rentrer le gars chez vous, c'est encore pire et que après, c'est pas la peine d'appeler les gendarmes en disant, ouais il me tape, faites-le sortir de chez moi, virez-le. Il y a pas de virez-le, ils vont vous dire, non non mademoiselle, on vire rien du tout nous, c'est vous qui l'avez fait rentrer.
Alors il faut savoir ouais, mais je l'ai fait rentrer parce que, il me harcelait. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a, comme moi j'ai connu, qui sont prêts à gratter à votre porte toute la nuit, comme un chien. Ils vous empêchent de dormir. Et ça, c'est pareil, frapper ou toquer à la porte ou quoi, c'est pas interdit. Il n'y a pas de loi qui parle de ça. C'est des choses qui n'intéressent pas l'État français. Les lois, c'est pour les PDG, les trucs, les gens qui font de l'argent et tout. Il y a ceci, il y a cela, il y a plein de lois là-dessus, sur les trucs juridiques ou je sais pas comment on dit, financiers, mais pas sur la protection des individus, hein. Il y a quasiment rien là-dessus. Donc le mec qui vous harcèle, il dort. Moi, ça m'est arrivé qu'il dorme sur le paillasson de ma porte et tout, machin. Je veux dire, on est comme au Moyen-Âge, dans un château, on est assiégé. Au bout d'un moment, on est bien obligé de sortir de chez nous. Donc là, quand vous ouvrez la porte, il met le pied dans la porte et il rentre de force. Il rentre de force. Et encore une fois, vous avez beau porter plainte, en général, votre plainte n'aboutira pas à rien du tout. Donc si on n'a pas un père ou des frères qui viennent pour le défoncer, plusieurs fois, parce que une fois ça ne suffira pas, donc faut avoir des super frères, et ben on est dans la merde. Une femme seule ne peut rien faire par rapport à un homme qui la harcèle. Il faut bien se le se le bourrer dans le crâne. Moi, je vais vous le bourrer dans le crâne. Je vous le redis, une femme seule ne peut rien faire. Quand bien même elle arriverait à se raisonner en se disant ça y est, c'est trop, j'en peux plus, je veux sortir de sa vie et qu'il sorte de ma vie, comme je vous dis, le gars reviendra tout le temps. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit présent physiquement. Moi, j'ai été à un stade où j'ai carrément pensé payer un homme, n'importe qui. Je me suis dit, je vais mettre une annonce où je vais embaucher un vigile ou je sais pas quoi qui est au chômage pour qu'il fasse croire qu'il est mon mec. Presque. On en est à ce stade et ça, c'est de votre faute. Dans votre société de pute, de individualiste, matérialiste. Parce que normalement, une femme, ou une fille, encore plus une fille, ne devrait jamais se retrouver seule comme ça. Jamais. Normalement, même une femme ou une fille, elle a un père ou des frères. Sauf que chez nous, maintenant, dans notre merveilleuse société d'Européens, là, et de Blancs en particulier, puisqu'évidemment, les Arabes, c'est pas pareil, hein. Les blancs, tu te retrouves avec un père qui te dit: «Oh moi j'en ai marre de tes histoires, tu 18 ans, tu te démerdes». Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Vous me faites rire, vous, pourquoi tu restes? Reste de quoi? Je suis chez moi. C'est le gars qui vient tous les jours il vient et jamais les voisins ils interviennent. Ils savent appeler les flics quand il y a trop de bruit, mais quand les flics ils viennent, vous savez ce qu'il fait le gars? Il fait copain-copain avec: «Ouais, excusez-nous, c'est vrai qu'on a fait non, mais c'est une dispute quoi, on a fait un peu de bruit, je suis désolé, on va s'excuser auprès des voisins». Un vrai manipulateur, comme je vous dis, c'est des sketchs, c'est des acteurs. Et les Schmitt, ouais, bon, d'accord, bon, bah, on vous laisse, mais qu'on n'ait pas à revenir, hein. C'est comme ça que ça marche. Moi, je me suis retrouvée déjà prostrée dans mon lit, à pleurer, à trembler de peur, de terreur, parce que ça faisait des heures qui me violentait physiquement et psychiquement. Et le mec, le lardu, il rentre dans ta chambre avec ses gros godillots pleins de bouillasse et il te dit: «Madame, ça va? Non mais madame, vous me répondez, ça va ou ça va pas?» Vous dites: oui, ça va, oui». Parce que vous allez dire quoi? «Non, ça va pas, il m'a tapé!» Ah oui, et puis après, ça va faire quoi? Ils vont le prendre, ils vont vous faire quoi? Ils vont le mettre dehors ou en garde à 24 heures? Puis pendant ce temps-là, vous rentrez chez vous, puis au bout de 24 heures, il se passe quoi? Est-ce que le lardu, il sera là devant votre porte quand il va revenir? Vous croyez? Je sais pas, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un vigile? Non. Il y a ni lardu, ni vigile, ni frère, ni père. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous avez deviné de vous-même, ça recommence. Puis un jour, vous trouvez un boulot, et puis il l'apprend. Alors il vient vous attendre à la sortie du boulot, comme je dis. Et là, il vous fait faire une crise toute la nuit, il vous tape, il vous... Arrivé à 8 h du matin, c'est impossible d'aller travailler. Vous êtes vidé, vous voyez plus clair, vous avez les yeux explosés. Vous êtes d'ailleurs explosé tout court. Donc vous n'allez pas travailler. Ah bah qu'est-ce qui se passe? Vous êtes absente, gna 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 gna, puis au bout d'un moment, bah, vous êtes viré. Voilà, c'est comme ça. Donc, aucun moyen de s'en sortir. Parce qu'évidemment, on est coupé du monde et de tout. Même vos propres copines, le mec, il va trouver à redire. Ouais, mais elle, je l'aime pas. Ouais, je te préviens, tu la vois plus, gna gna gna, des trucs comme ça.
Donc même si vous commencez à dire: «Non, je veux pas, c'est mes copines», sbeh! Une baffe dans la gueule, décalqué au mur. Qu'est-ce qu'on fait après? On continue? Sbeh! Une dent qui gicle. On fait quoi? On continue? On se relève? Jusqu'où faut aller? Vous êtes tous des putes. Tous ceux qui écoutez ça, vous êtes des putes. Si vous avez été au courant ou déjà entendu une fille qui se faisait taper et que vous avez rien fait, vous êtes une pute. Puisque moi, comme je vous dis, je me suis battue. Il y a un moment, au bout de plusieurs années, on s'endurcit, je me suis battue physiquement. Et comme je vous dis, à chaque gifle que je prenais, une gifle d'ours, vous savez, les gifles qui vous font presque voir du noir et des étoiles, et que ça résonne dans votre mâchoire, ça vous explose le tympan et vous tombez par terre. Je me relevais et il m'en remettait une. Et je me relevais et il m'en remettait une. Je me suis dit, je m'en bats les couilles, j'ai plus de limites, je vais le faire jusqu'à ce que je tombe dans les pommes ou qu'il me tue. Je me relèverai à chaque fois. Comme les boxeurs, je voyais même plus clair, je me relevais, j'avais même plus le sens de l'équilibre et je me relevais. Et au bout d'un moment, il a arrêté tout seul, bizarrement. Mais combien de temps il faudra le faire? Parce que moi j'ai 30 ans, je suis victime de ça depuis que j'ai 16 ans. Ça fait donc 14 ans que je vis comme ça, avec des hommes violents. En quoi ma responsabilité est-elle engagée là-dedans? Dites-moi, non mais dites-moi, en quoi je suis responsable moi? Puisque comme je vous dis, je suis une personne qui n'a pas confiance en soi. Donc s'il y a bien une faute à remettre, c'est sur les parents. Et puis deuxièmement, je suis avec des connards et les gens ne m'en séparent pas et ne m'en protègent pas et je ne peux pas infiniment me battre avec. Donc, c'est sur eux la responsabilité, c'est sur les voisins, c'est sur les Schmitt, c'est sur les juges qui font rien, c'est sur tout le monde la responsabilité. Aujourd'hui, je le dis, je sais que c'est un truc de gamin de dire c'est la faute des autres, moi je le dis, c'est la faute des autres. Aujourd'hui, s'il y a des filles et des femmes battues ou qui meurent, c'est la faute des autres. On est bien d'accord que quand bien même il y a des associations ou des foyers de femmes, ça continue qu'il y en ait une tous les 3 jours qui se fasse tuer. Alors, comment ça se fait? Il n'y a pas assez de place dans les foyers? Les associations ne sont pas assez actives ou virulentes? La vérité, c'est que ça s'arrêtera quand tout le monde sera mobilisé et sensibilisé au problème. Comme ils disent à la télé, quand personne ne laissera rien passer. Parce que vous savez que dans la rue, si vous faites taper dans la rue, les gens ils regardent et ils s'en vont, ils ont peur. Ils pressent le pas. Il faut bien se le mettre en tête aussi, ça c'est pas un mythe. Et ça arrive pas de temps en temps, c'est tout le temps. Moi, je me suis déjà fait faire remonter la rue par les cheveux, par mon ex quand j'avais 16-17 ans, la rue Saint-Jean de Nancy. Elle est longue, hein. Elle est vraiment longue, hein. Personne n'a rien fait. Les gens, ils regardent, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je me plaignais, je gémissais, je pleurais ou je sais pas quoi. Il m'a pas lâché. Il m'a tenu pendant 200 mètres par les cheveux. Et ça, c'était à Nancy. À Marseille encore, je veux bien, parce que c'est une cité de ouf, de tarés. Et c'est des Méditerranéens, donc pour eux, taper sa femme, c'est normal, c'est dans les bonnes mœurs, hein. Mais même chez moi, j'étais choquée. Donc voilà, les gens ne font rien. C'est un peu comme dans le film Irréversible, là, avec la Monica Bellucci. Il y a un moment où la fameuse scène où elle se fait violer, là. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui vient au bout du tunnel et quand il voit ce qui se passe, il fait demi-tour. Et moi, ça m'est arrivé aussi, ça. Ça m'est arrivé même d'appeler au secours par SMS un mec que je connaissais de vue dans la nouvelle ville où j'étais venue habiter, parce que ses parents m'avaient aidé. Le mec, il est venu, il a commencé à monter les escaliers quand il a vu l'état du gars, de mon ex, là, qui était alcoolisé et avec des somnifères et tout. Bref, on aurait dit un possédé. Il hurlait, il était fin vénère, il jetait les chaises ou je sais pas quoi. Le gars, il a fait demi-tour. Et je me souviendrai toute ma vie de cette scène qui m'a d'ailleurs traumatisée et fait perdre profondément confiance en les hommes, du dos du gars qui s'éloigne, quoi. Le gars qui part et je lui dis: «Eh, mais tu vas où? Mais non, me laisse pas!» Ça, c'est du véridique, c'est du fait, c'est du vécu ce que je vous raconte. C'est-à-dire qu'un gars, même une meuf, elle est pas comme ça. La vie de ma mère, qu'une meuf, elle rentre dans le tas. Il y a pas. Dans la vie, on peut plus se regarder dans la glace si on fait des choses comme ça. C'est une honte intersidérale. Mais les hommes, j'ai remarqué, moi, qu'ils avaient pas beaucoup de fierté. Ah, de l'orgueil, ils en ont, pardon, ouais. Mais du vrai honneur et de la vraie fierté. Par exemple, regardez le nombre d'hommes qui ne tiennent pas leurs promesses. C'est un exemple très banal, mais c'est répandu.
Le mensonge, par exemple, c'est ancré dans la personnalité de l'homme ou du garçon. Même les plus gentils d'entre eux, ils sont toujours un petit peu à mentirouiller, magouiller, pour pas dire toute la vérité. Et c'est comme ça pour tout. Un homme, vous avez déjà remarqué, quand il est sur le point de devoir se battre parce qu'il se prend la tête avec quelqu'un dans la rue, au final, ils finissent souvent par tous les deux s'excuser ou trouver un terrain d'entente vocal avant d'en être venus aux mains. Au début, ils font semblant de gonfler le torse, mais quand le ton monte, en général, ils se battent pas, hein. Alors que des nanas, c'est fini, il y a pas de limite. Une meuf qui vous provoque vraiment ou qui vous insulte, forcément, même si vous êtes pas une racaille, vous allez être obligé de vous battre. C'est un petit peu comme la meuf, qui avait mis sa vidéo sur les réseaux sociaux là, qui avait fait un peu, le buzz parce qu'elle s'était pris une grosse, tarte en pleine rue par un gars qui l'avait draguée et elle lui avait mal répondu ou je sais plus quoi là, la brune aux cheveux longs là, à côté d'une la scène, c'était à côté d'une terrasse de café. Eh ben, elle a dit: «Franchement, je pouvais pas. Quand le gars, il est venu vers moi, j'ai su qu'il allait me taper, mais en gros, elle a fait comme je fais, elle a durci la mâchoire et elle a attendu». Y a pas, tu baisses pas les yeux, ça existe pas ça, chez nous, d'accord? Donc l'histoire du mec qui est parti quand il a vu l'état de l'ex, alors que je lui ai dit: «Non, t'en vas pas!» J'espère, qu'il arrive plus à dormir, mais malheureusement, à mon avis, mon espérance est vaine parce qu'il a déjà dû largement oublier cet épisode de sa vie et je pense qu'il s'en est jamais voulu. Moi, même face à un lion, si quelqu'un me dit: «Aide-moi», j'y vais, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal, on laisse pas les gens sans les aider. Enfin bref. Voilà, tout ça pour vous dire que personne ne vous aidera. Ni voisin, ni passant dans la rue, ni parents. D'accord? On est d'accord là-dessus. Encore une fois, on n'est pas des Marocaines, on n'a pas des frères qui vont aller tuer le mec en cas, où il nous traite mal. On est l'extrême inverse, on n'a rien. Sans parler de tuer, il y a personne qui va venir lui en toucher 2 mots. Moi, je me suis déjà retrouvée dans ma vie à réclamer l'aide partout autour de moi. J'avais des amis qui étaient témoins de Jéhovah notamment, donc parce que moi je suis très ouverte, je suis éclectique, ou je sais pas comment on dit. Et les témoins de Jéhovah, je m'étais dit: «Ah bah, eux, ils vont certainement m'aider parce qu'ils ont l'air d'avoir une conscience aiguë de la justice et du bien et du mal», puisqu'ils sont souvent en train de parler de Satan le diable, de ceci, que le monde est tenu par le diable, qu'il faut vraiment se préserver de cette époque, dangereuse avec des mauvaises mœurs. Ils sont, comme des salafs, c'est-à-dire que pour eux, il y a pas de concubinage, il faut se marier direct et tout ça, notamment entre autres. Entre eux, ils se font des conciliations, si quand il commence à y avoir des problèmes entre les époux, ils vont s'entraider, discuter ou je ne sais quoi. Heu et bêtement, naïvement, étant devenue leur amie, à toute la congrégation de ma ville, j'ai pensé qu'ils allaient m'aider. Je pensais que en leur demandant, on pourrait peut-être, comme je dis, je voulais simplement qu'ils parlent à mon conjoint à cette époque-là, en lui disant: «Tu sais, c'est vrai», en essayant, je pensais qu'ils allaient lui faire prendre conscience de la gravité du fait de taper et de taper sa femme qui plus est, enfin sa copine. Je pensais qu'ils allaient lui parler de Dieu ou des éventuelles sanctions. Donc c'est pareil, moi comme je vous dis, comme je suis musulmane convertie, je me suis aussi tournée, vers les arabes. J'ai contacté des imams, j'ai contacté la famille de mon ex pour leur dire, «Est-ce que vous pouvez pas, lui en toucher 2 mots? J'en peux plus, je suis à bout». J'ai même téléphoné à son frère en lui disant que j'étais à 2 doigts de me suicider. J'ai eu aussi son meilleur ami au téléphone. Le meilleur ami, il m'a dit: «Ah non, moi je veux pas savoir, moi ça me regarde pas, je prends pas parti et tout». Alors qu'il était en train en permanence de prendre son parti quand lui, mon copain de l'époque me racontait, comment ils discutaient, il disait qu'ils avaient parlé de nous, enfin de son couple et son pote, il était tout le temps en train de lui dire, «Largue-la, c'est une fille qui c'est pas une fille pour toi, c'est les françaises, c'est spécial, tu pourras pas gérer», je sais pas quoi, tout des conneries comme ça. Heu, mais quand c'était moi, là, il voulait pas prendre parti, bizarrement, quand c'était moi qui demandais de l'aide. Pas prendre parti, hein! Alors que le musulman, il est censé, ordonner le bien et interdire le mal. C'est-à-dire que n'importe quel musulman basique qui se respecte, s'il assiste à une scène d'injustice, il est censé intervenir. C'est obligatoire. Il y a pas de «je ferme les yeux», ça n'existe pas. Après, dans la culture maghrébine,
Il y a du fermage de yeux sur beaucoup de choses, puisque c'est une culture, très hypocrite et pleine de tabous, mais ça, c'est leur culture, c'est pas l'islam. Précisons bien la nuance, parce que l'islam, ça vient pas du Maghreb, hein. Et donc du coup, le mec, c'était un salaf qui se croyait dans le dîn et tout, mais quand il y a une femme qui lui téléphone en lui disant: «Écoute, je suis à bout, aide-moi, il me frappe et il est en train de me détruire ma personne et tout mon monde et moi je sais plus ce que je vaux, je sais plus où je vais, je suis complètement perdue dans la vie, je vais me faire expulser, j'ai pas d'argent». Le mec, il te dit: «Laisse-moi tranquille, je veux pas prendre parti». Voilà, encore un exemple de lâcheté. Une autre fois, il y a d'autres témoins de Jéhovah qui habitaient au-dessus de chez lui, puisqu'on n'est pas de la même ville ni même de la même région, comme je vous dis, qui sont descendus parce qu'ils entendaient des cris. Alors bien sûr, c'est les seuls gens de l'immeuble, alors c'est déjà mieux que rien, on va dire, parce que les Français, ils faisaient rien du tout, enfin les athées, on va dire. Et les témoins de Jéhovah, ils ont voulu intervenir, mais comme d'habitude, ils ont pris le parti et la défense du mec, quasiment. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils lui ont dit c'est grave ce que tu fais, je te préviens, il y avait quand même un homme, hein. Il venait, et quand je dis les témoins de Jéhovah, c'était un couple de jeunes qui avaient à peu près notre âge, enfin qui étaient même un peu plus vieux que moi. À aucun moment, l'homme n'a dit écoute, arrête de la taper parce que moi je vais me fâcher ou on va appeler les gendarmes ou je sais pas, moi si t'es vraiment j'ai envie de te dire, je te demande pas d'aller te battre avec, mais presque ouais. Franchement, ouais. Moi, si j'étais un homme et que je voyais un homme battre sa femme, la vie de ma mère que je lui éclate la tête dans le mur. C'est la moindre des choses, c'est le minimum, parce qu'il faut qu'il sache aussi un petit peu ce que ça fait de se faire taper ou de se faire dominer par quelqu'un qui est qui est plus fort physiquement. Pourquoi vous le faites pas? Bah, parce que vous êtes tous des putes. Dans cet appart-là, chez lui, il y avait une salle de muscu à côté. Donc ça me fait rire, ça me fait penser à tous ces hommes aujourd'hui, parce que c'est apparemment super la mode d'être hyper musclé, machin, mais c'est unique, c'est vraiment uniquement pour le culte du corps que vous faites ça. Franchement, vous êtes vides à ce point-là, les mecs. Bah, demandez l'euthanasie, hein, comme on dit, hein. Parce que, en vérité, le jour où vous voyez une scène comme ça, vous ne faites rien. Je dis vous allez me dire: «Ouais, mais t'as pas rencontré tous les hommes de France». Bah non, 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 mais bon, ça fait 14 ans, comme je dis, que je me fais taper en dehors et en dedans des maisons et des apparts et j'ai jamais vu quelqu'un intervenir. Donc voilà, je pense que je peux généraliser quand même à un moment. Et les témoins de Jéhovah qui étaient descendus pour, nous séparer, m'ont trouvée, prostrée dans un coin en train de pleurer comme d'habitude, tétanisée, terrorisée. Heu, c c'est à peine si la femme du couple est venue, près de moi pour me dire: «Allez, ça va aller», je sais pas quoi et ils lui ont dit, «Mais en plus, je comprends pas pourquoi tu fais ça parce que t'es quelqu'un de bien. Enfin, au fond, ça se voit que t'es quelqu'un de gentil. Alors pourquoi tu t'énerves comme ça?» Ils étaient dans le dialogue, quoi, hein. C'est-à-dire que comme je dis, au XVIIIe siècle, si, un homme tuait sa femme, il était pendu en place publique, quoi. Et là, on est même pas sans al quand bien même il taperait pas, l'homme, heu, ça serait bien quand même de lui dire que c'est mal, quoi. Et ils l'ont même pas dit. Donc ça m'a profondément choquée venant de chrétiens pratiquants comme ça, qui soient complaisants avec, le mal pur comme ça. Ils arrivent dans une scène, traumatique, où il y a clairement une victime et un bourreau bien définis quand même, parce que même si, je suis d'accord qu'il y a des disputes entre couples qui peuvent dégénérer, qui peuvent être provoquées par les 2. C'est sûr que dans un couple, on est toujours tous les 2 un peu responsables et on est mouillés tous les 2. Mais il y a aussi des PN, comme je dis, qui sont de purs, diables et des hommes tout simplement qui sont violents parce que la femme leur fait des reproches ou pas. Parce qu'au début, les premières violences, elles surviennent souvent quand moi, en tout cas dans mon cas, parce que c'est pareil, on pourrait se poser la question. Il y a pas que pourquoi elle reste qui a comme question à se poser. Pourquoi il la tape aussi? On pourrait se demander. Eh ben, il la tape parce que, les histoires de parce que le repas était mal fait ou je sais pas quoi, ça c'est vrai aussi, c'est du vécu, c'est au bout d'un moment, mais parce que c'est crescendo. Mais dans les premiers mois, les motifs, c'est parce que, ben, tu as regardé dans son portable ou, parce que tout simplement, en général, tu le démasques. Moi, j'ai remarqué que c'est souvent suite
à quelque chose qui le met mal à l'aise lui ou qui pointe du doigt, ses manquements, ses défauts ou ses conneries, tout simplement. Par exemple, une fois, je me suis fait défoncer et déchirer tous les habits et je me suis retrouvée en culotte sur le palier parce que monsieur, il m'a jeté à terre, il m'a déchiré mon t-shirt, je sais pas quoi, ma chemise, il m'a foutu à moitié à poil parce ils sont dans une rage tellement folle qu'ils prennent les habits et ça craque et tout, ou vous traînez par terre à supplier, à gémir, à essayer de se tordre dans tous les sens pour qu'il lâche prise, pour qu'il vous lâche, et du coup ça arrache tous les habits. Et après, il m'a jeté sur le palier alors que j'étais en culotte. C'est quand même un arabe, hein, il est hyper jaloux et tout. J'étais en culotte, il m'a jeté mon sac au visage, parce que j'étais chez lui, il a voulu me virer en fait, quoi. C'est-à-dire qu'avec un arabe, c'est très bien, vous pouvez, rester, 6 mois, être avec lui depuis 6 mois, 1 an. Il décide de vous larguer, ça se passe en 5 minutes, comme ça, avec toutes les affaires, par terre, dans les escaliers et tout. Donc bien sûr, là, les fachos vont se réjouir, mais moi, je vous emmerde déjà. Premièrement, les fachos, vous avez totalement tort sur toute la ligne, parce que le problème en France, c'est pas les Arabes, c'est la société de pute capitaliste, matérialiste, comme je dis. Les Arabes, c'est un autre problème parmi tant d'autres. C'est vrai que les Arabes, ils ont beaucoup de problèmes et qu'on est obligé de prendre sur nous parce que forcément on vit en communauté. Donc à un moment ou un autre, ça déteint sur nous. Mais s'ils ont tous ces problèmes communautaires et psychologiques, c'est quand même aussi de notre faute. Il y a une part de faute. C'est-à-dire qu'à cause de la colonisation et de tout ce qu'on leur a fait, c'est quand même à cause de nous qu'ils se sont retrouvés en guerre pendant des décennies et tout, et qu'aujourd'hui ils sont tout pinés du cerveau, quoi, hein. Donc faut faire la part des responsabilités aussi. Et on n'est plus à l'époque des boucs émissaires, c'est ni la faute des juifs, ni des arabes, ni des noirs, ni des PD, ni de rien du tout. Les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on est tous partis en couille et qu'on vit dans une société de merde. On est d'accord. Voilà, et petite parenthèse aussi, des arabes bien, il y en a quand même. Moi, j'en ai connu, je vais pas dire le contraire. Enfin, j'en ai pas connu à moi, ils ont pas été à moi, malheureusement, mais j'en ai connu de loin, de très très loin. C'est vrai qu'il y en a plein, il y en a même une bonne majorité qui tapent pas leur femme ni rien. Moi, j'ai été avec les pires parce que j'avais des problèmes psychologiques, c'est tout. Voilà, donc tu te retrouves en culotte et tout. Je disais pourquoi? Parce que, j'avais trouvé des messages vocaux sur son portable qui laissaient penser qu'il avait carrément été, recouché avec son ex, alors que ça faisait presque 1 an qu'on était ensemble, quoi. Donc je trouvais ça, gravissime pour une personne qui se disait intègre et pleine de valeurs, à l'ancienne. Et j'ai même pas fait de crise de jalousie ou cassé des assiettes, j'ai simplement demandé des explications. Et même quand on demande des explications, même le plus gentiment du monde, c'est vous qui finirez par vous faire tabasser. Parce que il est absolument impossible pour lui d'admettre ses fautes ou de demander pardon. Donc la seule façon de faire, c'est d'inverser les rôles, comme il a fait. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait une merde, il me parlait de mes merdes à moi ou de mon passé, ou comme quoi j'étais une salope, une ancienne salope, je sais pas quoi, parce que bien sûr, aux yeux d'un arabe, une française, c'est toujours une salope. Malgré que leurs sœurs, elles sont carrément tapins, hein, elles sont putes, hein, se font payer, elles, pour baiser. Mais nous, comme on a eu deux trois copains avant, attention, on est des grosses vaches, en fait. Et voilà, voilà comment je m'étais retrouvée. Comme je vous dis, je me suis fait taper, défoncer, tout ce que vous voulez, parce que c'est moi qui ai mal fait. Ou alors, comme je dis, les crises de jalousie. Un jour, je l'ai pas attendu, j'ai fait la file d'attente sans lui. Il y avait des hommes dans la file d'attente autour de moi, et quand il est revenu, il a vu que j'étais seule, comme ça, dans une file avec des hommes à ma proximité. Il m'a dit: «Ah ouais, c'est bien, t'as bien sucé, je sais pas quoi», et il est rentré dans une rage folle et il a commencé à me taper devant tout le monde. Et là, il y a un vigile justement qui est intervenu et il m'a craché à la gueule, et il me crache son venin au visage avec toutes les insultes, le flot d'insultes qui va avec et tout. Mais une fois que c'est fini et qu'on se retrouve à nouveau tous les deux ensemble, c'est soit je prends mes jambes à mon cou et je me sauve, soit je vais me faire taper. Et du coup, ce que je vous précise aussi, c'est que si on se sauve, comme je dis, il faut pas se rater, parce que s'il vous retrouve, vous êtes morte. Encore une fois, est-ce que vous avez pensé à ça? Parce que le facile, pourquoi t'es pas parti, encore une fois, je rigole, quoi. Parce que si jamais je pars, il faut que je cours très très vite, espèce de connard.
Parce que si je commence à partir, une fois par exemple, j'avais plus de voiture, j'étais venue chez lui, enfin c'était lui qui m'avait amenée chez lui, j'étais sans voiture, dans une région que je ne connaissais pas donc, puisque c'était la sienne. Heu, j'ai voulu prendre le bus et tout, mais j'ai eu peur jusqu'au bout. Parce que quand on se retrouve dans une ville, pas trop grande, et qu'on part à pied comme ça, le temps qu'il aille chercher des cigarettes ou je sais pas quoi, on décide de se barrer. Je l'ai fait moi ça aussi. Donc déjà, comme je vous dis, il faut un très très long cheminement pour en arriver à des extrêmes comme ça. Parce qu'en général, on croit toujours que ça va aller mieux ou qu'il va changer ou que tout bonnement on ne peut pas partir comme ça parce qu'on n'a pas envie de galérer. C'est très simple, c'est très basique, hein, des fois les raisonnements humains. Moi, qu'est-ce que j'ai envie d'aller dormir dans la forêt ou sur les bancs dans la ville? J'ai pas que ça à foutre moi. À un moment, je commence à avoir marre. Je l'ai fait plusieurs fois quand j'étais ado avec le premier. Avec le deuxième, c'est bon, j'ai eu ma dose. C'est aussi pour ça que je partais jamais. Pas parce que j'étais dépendante, financièrement, puisque comme je vous dis, j'avais mon propre appart, mais il y avait quand même plus de 500 bornes entre nos 2 apparts. Donc quand je me retrouvais chez lui et que j'étais sans voiture, bon après, OK, j'ai retenu la leçon, je ne suis plus venue sans voiture, mais par contre, quand vous êtes comme ça, dans une situation de merde où il y a pas de voiture, il y a rien, il y a personne qui peut venir vous chercher, vous avez pas envie d'aller dormir dehors, tout bonnement, et encore moins d'aller dans un foyer de femmes ou je ne sais pas quoi, puisque c'est réputé que dans les foyers, il y a plein de foyers déjà qui sont mixtes et il y a carrément des viols dedans ou des vols. Et dans les foyers de femmes, comme je vous dis, il y a des semaines d'attente. Donc faut certainement pas croire qu'on part de la maison avec son petit baluchon et puis hop, ça y est, ce soir on va avoir une chambre propre et belle, quoi. Tout ça, c'est des milieux, moi j'ai déjà été SDF et les chambres, elles puent la merde et tout est sale et tout est dangereux et on peut vous voler et machin. C'est pas comme ça. Donc j'étais partie à pied et j'ai eu peur, qu'il me retrouve, sous un arrêt de bus qui passe par là pile au même moment. Puisque comme je vous dis, ce qui est bizarre, c'est que le diable le protège en général, ce mec malsain, puisqu'il fait toujours qu'il a et comme il y a des hasards, mais incroyables. Le seul jour où vous allez demander de l'aide, à un pote ou à quelqu'un que vous connaissez, parce qu'encore une fois, on est toujours obligé de demander aux hommes puisque les femmes ne peuvent quasi rien faire et qu'en général, vos copines, elles sont déjà avec leurs gosses, leurs machins, elles ont plein de problèmes à s'occuper, elles peuvent pas vous aider. Puis c'est pas certainement pas elles qui vont aller se battre avec votre mec. Donc vous demandez à un homme qui vous restait dans le répertoire et comme par hasard, le mec, on tombe l'un sur l'autre en voiture, par exemple, quoi. C'est que des trucs comme ça m'est arrivé X fois. Une fois, j'ai essayé pareil de me sauver alors que je savais qu'il allait arriver chez moi. Eh ben, il m'a croisé sur la route. On s'est croisé en voiture. Donc qu'est-ce que je fais moi? J'accélère et je le sais, mais je fais une course-poursuite comme dans les films. Je me mets dans le fossé, dans les champs. Je sais pas. Non mais dites-moi, qu'est-ce que je fais? Je transforme ma voiture en gogo gadget togo et je m'envole avec une fusée pour pas qu'il me rattrape. Bah non, je suis obligée, je m'arrête. J'ai pas du gasoil à l'infini, je vais pas courir jusqu'à 50 bornes, je vais pas rouler à 160. De toute façon, en général, la voiture du mec, elle est plus puissante que la tienne puisque lui, il a plus de thunes. Puisque dans une société où les hommes sont payés plus que les femmes. Donc déjà, on le sait très bien que le rapport de force, hein, il sera toujours dans le même sens, hein. Il n'y a pas que le physique dans lequel les hommes sont avantagés, hein. Il y a tout. Il y a le physique, le moral, l'argent, le soutien des autres, puisqu'en général, un homme, il a toujours des potes autour de lui qui vont le soutenir, même si c'est lui le plus gros fils de pute de la Terre, ses potes lui diront jamais t'es un fils de pute. Ils vont lui dire ouais, Largla, c'est pas une meuf pour toi. D'où, comme je dis, l'hypocrisie et le mensonge permanent des hommes, quoi. Ils se le font même entre eux. Voilà, donc comme je vous dis, quasi impossible de s'enfuir, impossible de partir. De toute façon, comme je vous dis, même si vous arrivez à partir sur le coup et que vous êtes contente, parce que vous êtes partie très loin, il vous retrouvera certainement tôt ou tard. Et même s'il vous retrouve pas, on est dans d'autres cas de configuration, là où c'est carrément vous qui vous retrouvez à le rappeler. Par exemple, dans des trucs où vous êtes dans une merde noire parce que vous êtes toute seule, comme je dis, vous êtes tellement livrée à vous-même, tellement isolée et la société est tellement inadaptée pour les femmes, puisque comme je vous dis, il y a du boulot, je suis sûre au moins à 70% de moins pour les femmes. Un homme, n'importe quel garçon qui rentre dans une boîte d'intérim, même qui a aucun diplôme et rien fait de sa vie, il va trouver du boulot parce qu'on va leur faire confiance, on va leur apprendre, tiens, tu vas aller dans le BTP, ben on va t'apprendre sur, ah t'as pas de diplôme, c'est pas grave, tu t'apprendras sur le tard.
Depuis quand une femme qui dit: «J'ai pas de diplôme», on lui dit: «Tu vas apprendre sur le tas». Ah bon? Ah, tu pas de diplôme d'infirmière? Ah bon? Ah bah non, bah il faut un diplôme. Ah, tu veux être à la DMR? Ah bah il faut un diplôme. Ah, tu veux garder des gosses? Ah bah il faut un diplôme. Tout ce que tu veux faire, il faut un diplôme, sinon tu vas te faire bien enculer, quoi. Et moi, par exemple, j'ai un diplôme, j'ai un bac d'administratif, je suis tout à fait capable d'être secrétaire, mais ça suffit pas parce qu'il faut le BTS. Et puis si j'ai le BTS, ah bah ça suffit pas parce qu'il faut être réellement bilingue. Et puis sinon, et bah, si même si ça suffit, ah bah il y a pas de place. Il y a 100 CV pour une place, donc ça risque pas de, tu vois, mathématiquement, hein, c'est la roulette russe, c'est impossible que tu sois prise, quoi. Enfin, la roulette russe inversée, là, dans le cas. Donc, voilà, comme je dis, vous arrivez quand même à vous barrer, machin, à le mettre un peu en échec, vous arrivez à changer de numéro, puis les semaines, elles passent et tout, et puis finalement, eh ben, vous commencez à retomber dans la déprime de la solitude, vous êtes toute seule, vous pleurez tous les soirs, et ça finit par former des semaines qui forment des mois, et puis un jour, il vous rappelle ou il arrive à reprendre contact avec vous, je sais pas quoi, puis il est tout gentil, puis il vous dit qu'il a changé, puis qu'il a compris que vous étiez la plus belle chose qu'il ait eue dans sa vie, et puis il vous invite au resto ou je sais pas quoi, il vous aide, il vous donne un peu de sous pour payer votre loyer et tout. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous croyez vraiment que vous allez dire non, dégage, connard? Non, quand ça fait 1 mois et demi que vous n'avez pas vu la personne, déjà, la colère, elle est retombée, l'eau est passée sous les ponts. Finalement, il commence à vous manquer parce que je vous précise quand même que vous avez couché avec pendant des mois, donc il y a eu au minimum des mois ou des années. Donc il y a une certaine intimité qui s'est créée et vous l'avez même intégrée comme votre famille ou votre zone de confort. Donc ça, c'est pareil, parlons-en de la zone de confort. Qui d'entre nous est capable de la quitter? Très peu de gens. Les gens qui vont aller faire Pékin Express, il y en a pas beaucoup quand même. Il y a des gens qui ne sont pas capables de quitter leur maison ou tout bonnement leur confort, comme je vous dis. Moi, j'ai déjà eu les couilles d'aller dormir dehors ou dans la forêt. Déjà, ça n'a servi à rien parce que tôt ou tard, ils vous retrouvent, comme je vous dis, ou tôt ou tard, vous ramenez à l'évidence que vous avez envie de prendre une douche et de dormir, donc vous rentrez. C'est très simple dans la vie, comme je dis, c'est basique à un moment, les besoins. Et deuxièmement, même quand on a les couilles de partir, donc ça marche pas. Et voilà, et la plupart des gens, ils auront jamais les couilles, ni le potentiel ou le pouvoir ou la force mentale ou psychique. Il y a plein de femmes qui auraient peur d'être seules, de dormir dehors ou dormir dans la forêt. Elles auraient largement peur. Moi, j'ai pas peur parce que je suis une campagnarde, mais ça, c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas la norme. Donc, on n'en parle même pas. Euh, Et comme je disais, peut perdre sa zone de confort. Donc, c'est-à-dire que vous allez. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a la force quand déjà on est déjà au bout du rouleau, on est dépressif, on a perdu tout dans sa vie, on est perdu totalement, vous croyez qu'on a envie d'aller se faire chier dans un foyer, je sais pas quoi, où on va passer, comme je dis, d'une maison à une chambre d'étudiante alors qu'on a un âge de femme adulte et où on aura le tiers de nos affaires, et comme je disais, on peut même pas, on a des animaux, ça va pas, on sait pas quoi en faire, il suffit pas de, il y a pas de garde-meuble pour tout dans la vie, moi je vais pas mettre mon chat au congèle et le récupérer quand je vais sortir de la chambre, là. On est d'accord. Donc ça, c'est une solution qui est vraiment accessible à peu de personnes, je pense. Et après, ils vont dire, ah oui, mais si t'es vraiment en danger, je suis désolée, tu te donnes les moyens. Tu te donnes les moyens. Oui, oui, c'est ça, ouais, tu te donnes les moyens. Mais comme je dis, on a vraiment toute envie d'aller galérer dehors ou je sais pas où et de se retrouver un boulot alors qu'avant on était plus ou moins entretenu ou je ne sais pas quoi. Voilà. Après, vous allez me dire, bah voilà, bah c'est un choix. Dans ce cas, c'est un choix. Si tu préfères te faire battre que d'aller travailler, euh, ben ouais. Au bout d'un moment, on se dit: «C'est vrai, il faut que je me mette un coup de pied au cul, il faut que je retrouve un travail, il faut que machin», mais comme je vous dis, on retombe dans le cercle vicieux avec le fait que le mec, il va revenir et re-revenir et re-revenir. Même quand vous vous serez fait violence pour le quitter, violence pour retourner, d'accepter dans la solitude, parce que ça, j'en ai pas non plus parlé. C'est-à-dire qu'il y a des femmes ou des filles qui ont attendu des années le fameux, sauveur ou prince charmant, puisqu'encore une fois, ça, c'est un problème aussi, le conditionnement qu'on nous fait depuis petite fille pour se trouver un mari ou je sais pas quoi, même encore aujourd'hui dans les sociétés occidentales, on est d'accord. Et le conditionnement, en tout cas, pour vivre l'amour et le grand amour, c'est-à-dire qu'on vit des relations bidons avec des hommes normaux aussi, parce que ça, c'est pareil, le phénomène. Mais pourquoi elles se mettent. Les femmes aiment les connards, je sais pas quoi là. Et quand elles sont avec des gentils, elles les aiment pas. Bah,
C'est pas la gentillesse qu'on n'aime pas, hein, évidemment. C'est le fait que ce soit plat, par exemple, et que, bah, bien sûr, il y a des hommes gentils qui sont intelligents et qui vont vous faire vivre des aventures et des émotions. Mais si c'est un homme complètement livide, passif, qui a rien à vous raconter, certes, il est gentil, il est pas méchant, hein. Le soir, il rentre, il joue à sa console, je sais pas quoi, il a sa petite vie plan, plan, flan, flan. Puis il vous aime bien, mais si vous voulez le quitter, oh, il vous retiendrait pas, hein. Et ben, il y en a plein, c'est sûr, il y en a plein des gens comme ça. Mais on cherche ailleurs, on cherche autre chose parce que nous, on veut vivre des sentiments. Et ça, c'est pareil, encore une fois, ça, moi, j'y vois un lien avec l'enfance et le fait de ne pas avoir eu confiance en soi à cause des parents qui nous ont dégradés ou je sais pas quoi. Puisque, comme je vous dis, vous verrez que c'est des profils similaires. Toutes les femmes qui sont avec des hommes battus, c'est des femmes qui ont eu des problèmes dans l'enfance. Donc, ce n'est pas leur responsabilité parce que c'est très ancré. Il suffit pas d'aller voir un psy 2, 3 fois. C'est des fonctionnements on a intégrés tellement profondément qu'on ne sait pas fonctionner autrement. Et que de toute façon, on trouve que c'est la norme et que c'est presque normal de se faire taper. On ne connaît pas autre chose et on ne sait pas aimer autrement et on ne connaît pas l'amour, encore une fois, le vrai amour. Comme on dit, l'amour, c'est pas ça, l'amour, ça fait pas mal, l'amour, ça détruit pas. Bah, si tu veux, si tu le dis, moi je veux bien, mais moi je connais pas autre chose. L'amour du prince Eric avec Ariel la petite sirène, qu'il l'aime, elle est belle, et puis il se marie, et puis il l'aimera toujours et il est gentil avec elle. Pour moi, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Le fait qu'un homme soi-disant, te rende heureuse ou épanouie et t'aide, ça n'existe pas vraiment. Je suis désolée, c'est hyper rare et c'est des perles, hein, celles qui les ont. Enfin, les mecs là. Déjà, au minimum, il y a des hommes qui tapent pas, je suis d'accord, mais alors ceux-là, ils sont neutres et en général, ils n'apportent rien. Pour être au stade où un homme va t'apporter quelque chose, j'ai du mal à y croire, vraiment. Et comme je dis, je veux bien y croire que ça existe. Mais c'est comme une légende lointaine ou une légende urbaine. Tant qu'on l'a pas vu de nos yeux, je suis désolée, on ne peut pas le concevoir. C'est comme si on disait à un Touareg qui a jamais vu la mer, enfin quelqu'un qui a vécu dans le désert, là où c'est sec partout, et on lui dit, bah, tu sais, il y a une étendue d'eau à perte de vue, il y a de l'eau, ça s'arrête pas, tu t'en vois même pas le bout. Il doit se dire, waouh, mais s'il l'a pas vu, il peut pas vraiment concevoir. C'est comme si tu veux décrire le rouge ou le bleu du ciel à un aveugle de naissance. Il ne peut pas concevoir. Et si tu vas dire à une femme de ménage qui a été femme de ménage toute sa vie, qui a galéré, tu vas lui dire, mais tu sais, ma belle, tu n'exploites pas totalement ton potentiel. Lis des bouquins de développement personnel, prends confiance en toi et utilise la loi de l'attraction et tu verras que ta vie changera. Tu vas gagner de l'argent. Elle va vous faire des gros yeux, elle va dire, moi, non, je crois pas, je gagnerai jamais d'argent. J'ai toujours été pauvre et c'est comme ça, c'est ma vie. Comment voulez-vous dire à une femme qui a été battue toute sa vie, à commencer par son père ou par sa mère, qui a été par exemple une mère abusive ou manipulatrice ou même violente physiquement, ça arrive aussi, vous allez lui dire, ah bah tu sais, il y a des hommes bien et tu le mérites. Bah, elle va vous dire non, moi je le mérite pas, je suis une merde, regarde, je suis pas très belle, et puis les seuls hommes qui s'intéressent à moi, c'est les hommes comme ça, malheureusement. Le jour où je vois un beau et gentil et machin, ben il est déjà pris, ou alors j'arrive pas à le séduire, quoi. Ah ouais? Bah oui, bien sûr. Moi, je les comprends. Moi, ça a été l'histoire de ma vie. Je me sens différente des gens qui ont pas de soucis. J'ai eu tellement de problèmes toute ma vie, enfin, j'ai connu que ça, c'est même pas des problèmes, c'est que ma vie est un grand problème. Moi, je n'ai jamais connu de période de vie où tout va bien, ou même un truc, comme je dis. Les gens, ils prennent des nouvelles en disant j'espère que tout va bien pour toi. Alors, je t'explique, j'ai 30 ans, mais même à 29 ans, même à 26, même à 28, et même à 29, et à 26, et à 27, et même à 6 ans, et même à 5 ans, enfin, je peux faire comme ça toutes les années de ma vie. Il y a jamais l'expression tout va bien pour toi, ça n'a jamais existé chez moi. Même un seul truc qui aille bien, ça a été rare. Je serais déjà heureuse si ça allait. Moi, il y a l'argent qui va pas, il y a l'amour qui va pas, il y a mon corps qui va pas, je me sens pas bien dedans, machin. Maintenant, je commence à perdre la santé parce que j'ai tellement morflé avec les hommes qui m'ont battu et tout que je commence à avoir des problèmes au cœur et tout. Donc, il n'y a pas de tout va, j'espère que tout va bien pour toi. Rien ne va. J'ai pas fait d'études, j'ai jamais eu de boulot, j'ai la reconnaissance de personne, personne ne me regarde, je me sens laide aux yeux de tous, mes parents me détestent. Comment tu peux me dire j'espère que tout va bien pour toi? C'est ridicule. C'est comme souhaiter l'Aïd à un converti alors qu'on sait qu'il est tout seul chez lui. C'est ridicule. Voilà.
Donc, je sais plus trop, ça commence à faire beaucoup, j'ai le cerveau qui fume, il va falloir que j'aille manger une pomme et des vitamines parce que j'ai même de vous avoir raconté ça, ça me vide énergétiquement, c'est un truc de fou. Mais j'espère au moins que ça pourra servir à éveiller les consciences. Je vais essayer de vous faire un tout petit résumé, bref, pour redire les points prédominant parce qu'en 1 heure et demie, je sais qu'on écoute, on comprend sur le coup, mais après, je ne veux pas que dans quelques heures ou quelques semaines, vous ne sachiez plus expliquer ce que vous avez compris aujourd'hui. Pourquoi une femme reste ou se met avec un homme violent? Parce que, un, c'est pas écrit sur leur front. Deux, quand on commence à voir qu'ils sont méchants, en général, on est pris au piège de nos sentiments. Et ne me dites pas, oui, mais il n'y a pas de sentiments pour un homme qui te tape. Ça, c'est faux. Ça, c'est le point de vue extérieur. C'est sûr que moi, si une copine me dit, quelqu'un me tape, je vais lui dire, mais tu m'énerves, là, sors-toi de cette situation, j'ai envie de te taper avant même de le taper lui. C'est sûr, je comprends ça. Mais les sentiments, ça existe. Il faut arrêter. C'est comme si demain, vous avez votre enfant qui devient ado et impossible à vivre. Vous allez le larguer? Vous allez me dire, ouais, mais là, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir, c'est notre enfant, on peut pas. Et ben, même avec un homme qui n'est pas notre enfant ou pas de notre sang, il peut y avoir des liens affectifs tellement forts que la vie, c'est pas aussi simple que de se séparer comme ça de quelqu'un à la moindre contrariété, et même quand bien même il nous manque de respect. Donc, j'en arrive au troisième point. Troisième point, ce sont en général des personnes, moi la première, qui n'ont pas assez d'estime pour elles pour se juger digne de partir. C'est-à-dire qu'on pense qu'on le mérite quasiment, ou alors qu'on trouvera pas mieux ailleurs, qu'on est moche, qu'on est conne, qu'on s'en sortira pas tout seul. Voilà, je vous refais pas la vidéo. Quatrièmement, ce sont souvent des hommes très manipulateurs qui arriveraient même à faire douter même la Miss Univers ou quoi. Ils arriveraient à lui faire douter qu'elle est belle. Parce que quand on vous répète quelque chose tous les jours, et en plus, en vous frappant ou en créant des chocs émotionnels, ça rentre dans le cerveau. Faut bien se le mettre en tête. Donc même si vous êtes une bombe, vous vous trouverez moche et nul, tôt ou tard. Moi, le gars, il m'a répété pendant 3 ans que j'étais une vache, une salope et une crasseuse qui puait de la chatte parce que j'avais eu plusieurs copains, que j'étais bien contente de m'être fait baiser avant, alors qu'évidemment, comme beaucoup de gens, je regrette mon passé. Je lui ai déjà dit, j'ai pleuré devant lui. Chaque fois qu'on en parle, je suis dans tous mes états parce que c'est très difficile à vivre pour moi, justement, ce passé, en sachant que passé, c'est un mot qui fait peur. Je suis loin d'être une pute. Je suis exactement dans la norme. J'ai pas eu non plus 1000 conquêtes. Et le gars, il a réussi à me le faire gober, c'est-à-dire qu'à la fin, je me prenais vraiment pour une salope et je n'avais qu'une envie en tête, c'était aller vivre au couvent pour faire pénitence, tellement je me trouvais pécheresse et sale. J'ai voulu me voiler et tout ça parce que je ne supportais plus le regard des hommes sur moi, tellement il m'a traumatisé que ça. Et voilà. Donc j'ai dit ça. Alors j'ai dit quoi? J'ai dit la faute de la confiance en soi, des parents en général, de l'enfance, de l'impossibilité de partir pour des raisons pratiques et logistiques, pour des raisons financières, pour des raisons, comme je dis, de galère, de ne pas pouvoir aller dehors ou d'avoir des animaux ou je ne sais quoi, d'avoir plein d'affaires. Le fait qu'on croit toujours que ça va aller mieux, que le gars il va changer, puisque comme je vous dis, il faut quand même un certain temps avant de s'admettre froidement qu'en fait c'est un pur manipulateur, puisque quand vous êtes amoureux de quelqu'un, comme on dit, l'amour rend aveugle. C'est-à-dire que pendant une longue période qui va de quelques mois à quelques années, voire décennies, vous allez vous dire que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous refusez de voir les mauvais côtés. Vous dites oui, non, mais là, c'est vrai, je l'avais poussé à bout. Oui, non, mais machin. Bref, vous voyez ce que je veux dire. On peut pas se dire. C'est comme quand nos parents, on en a. C'est arrivé à beaucoup d'entre nous de se rendre compte à l'âge adulte qu'on avait eu une mère ou un père qui était totalement abusif émotionnellement, que c'était des gens qui pouvaient nous manipuler ou qui ont abusé de nous ou qui étaient méchants avec nous ou je sais pas quoi. Quand on est petit, on peut pas ou qui étaient lâches, tout simplement lâches. Il y en a qui ont eu des mères qui étaient des vrais nymphomanes, qui se tapaient d'autres hommes et tout. Mais quand on est petit, on ne veut pas juger nos parents. Donc quand on est au début d'une relation amoureuse, on est un peu comme quand on est petit. On ne veut pas juger l'autre. Voilà pourquoi on ne se rend pas compte pendant très longtemps que ce sont des gens qui sont tout bonnement manipulateurs ou des vampires énergétiques ou méchants. Parce qu'au début, on pense vraiment
que c'est le couple qui va pas parce qu'on a du mal à s'accorder, parce qu'on a des façons de penser qui sont différentes, parce qu'on se comprend pas quand on parle, ou parce que c'est vrai que quand même je lui ai un petit peu mal parlé, puis c'est un homme, c'est vrai que les hommes, ça s'énerve vite et tout, ou comme moi je vous dis, on a eu un père qui était quand même nerveux, ou qui nous tapait, donc on a l'impression que c'est normal, qu'en fait on s'est fait taper toute notre vie, comme moi. Donc on finit par se dire, c'est vrai que je suis une chieuse quand même. Voilà. Voilà pourquoi. Donc je vous ai dit tous les motifs là. Les motifs moraux, psychiques, le fait que même si vous avez un bon psychique, il va vous le détruire pour inverser les rôles et pour pouvoir garder l'emprise sur vous, parce que bien sûr, il veut pas se retrouver seul, cette merde. Et les problèmes physiques, logistiques, financiers, tout ce que vous voulez. C'est extrêmement dur. Et même une femme qui a des diplômes ou qui est intelligente, elle peut se retrouver sous le joug d'un homme violent ou manipulateur. Ça arrive à tout le monde. Donc maintenant, stop avec l'histoire de tu te laisses faire, tu m'énerves, ou pourquoi les femmes battues ou les femmes battues c'est des connes ou elles le veulent bien. Non, pas du tout. Les femmes battues n'ont aucune responsabilité. Et comme je vous dis, quelles sont les solutions? Les solutions, si vous en avez une autour de vous, que ce soit votre cousine, votre amie ou je ne sais quoi, ou même votre voisine, si vous avez des couilles, vous la prenez chez vous. Il n'y a pas d'autre solution. Je sais très bien que c'est quelque chose qui ne se fera pas, ce que je dis, très certainement, mais il n'y a pas d'autre solution. Ou alors il faut lui payer un appart très loin et lui changer de numéro et comme je dis, être tout le temps là parce que pour être sûr qu'elle ne le rappellera pas, parce qu'il y a des femmes qui sont déterminées à se faire laisser tranquille par leur manipulateur ou leur ex. Mais comme je vous dis, quand vous êtes seul pendant des semaines et des mois et que le gars il revient, vous craquez. C'est pour ça que je vous dis la seule solution, c'est de la prendre avec vous dans votre cocon familial ou quoi, pour lui réapprendre à vivre et à avoir de l'estime d'elle et à, comment dire, et tout simplement lui offrir la chaleur d'un foyer qu'elle n'a pas ou qu'elle n'a peut-être jamais eu ou qu'elle n'a plus depuis des années et qu'elle mérite. Parce que ça, c'est pareil, c'est un travail dans le sens inverse. Le mec, il lui a dit que c'était une grosse merde, qu'il ne méritait rien pendant des années, et vous croyez qu'il suffit de la mettre dans un appart seul et de lui changer son numéro et que ça va aller? Même si elle ne le rappellera pas, elle s'en trouvera un autre qui lui dira la même chose parce qu'au fond d'elle, maintenant, elle a intégré qu'elle était une merde. Ça veut dire que la seule façon de s'en sortir, c'est une prise conscience massive de la société et comme je vous dis, que la société se mette à chouchouter ces femmes battues. Parce que, y a pas d'autre solution. C'est des gens qui arrivent à un moment, comme moi, qui sont dans une telle carence affective et ça se transforme dans une telle détresse et comme je vous disais, la solitude, mais ça, je ferai une autre vidéo dessus parce que la solitude, c'est pareil, on peut en parler pendant des heures tellement il y a des choses à décrire. C'est un mot dont on pense connaître, la teneur, mais je pense que si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas mesurer l'intensité du vide et ça, il faut le décrire et je vous le décrirai un jour parce que je trouve ça utile. Donc retourner dans la solitude, c'est quasi inenvisageable pour la plupart des femmes, comme je vous disais, qui ont attendu pendant des années leur prince soi-disant charmant. Donc même si le prince charmant s'avère être un horrible ogre qui mange des bouts d'ailes un peu tous les jours, elles vont rester. Parce que la solitude, c'est la mort. Quand je vous dis la mort, c'est que moi, la solitude, elle m'a poussée aussi au suicide pendant bien des années, pas des jours. Et se dire un beau matin, bon, je m'en fous, je me casse et je retourne à ma solitude, bah, pour arriver à ce stade, croyez-moi qu'il faut des années. Des années à s'être mangé, comme je dis, des coups pour se dire, bah finalement, peut-être même que la solitude c'est mieux. C'est un peu comme si on vous disait qu'il faut que vous avez un enfant, quelque chose de très précieux, et qu'il faudrait renoncer à lui pour obtenir je sais pas quoi, la paix, admettons. Est-ce que vous le feriez? Vous le feriez pas. Donc là, c'est pareil. C'est quelque chose, vous, votre homme, c'est quelque chose, pour vous, au début, ça a été un trésor, c'est quelque chose de tellement précieux que vous ne pouvez pas renoncer à lui. Et il y a aussi le syndrome, j'en ai même pas parlé, du sauveur. Il y a beaucoup de gens ou de femmes qui s'imaginent qu'elles vont pouvoir le rendre gentil parce qu'elles vont à force d'amour et qu'elles vont tellement le choyer et l'aider et l'aimer. Voilà, moi c'est un petit peu mon cas aussi. Quand je me suis mise avec ce gars-là, c'était un pote de longue date que je connaissais depuis des années, donc je commençais vraiment à bien le connaître et sa vie.
Et en fait, il m'a touchée de par sa mélancolie permanente et son malheur. Il était tellement malheureux, au fond, je le sentais, que j'ai voulu, combler le vide. Je pense que j'ai fait pour lui ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Moi, j'étais vide affectivement, je voulais déjà me suicider et tout, et je me suis dit: «Bah, tiens, lui aussi, il est malheureux, et ben, si on s'entraidait, ce serait peut-être cool, ça se transformerait en une belle histoire, quoi». Je me suis crue dans un film. Sauf que la vérité, c'est que les gens vides et malheureux, il y en a peut-être que c'est sincère, mais il y en a qui font exprès pour attirer justement les victimes. C'est des vraies araignées avec leurs toiles. Ils font exprès de se mettre dans des situations difficiles ou de se plaindre en permanence pour qu'on ait envie de les cajoler. Encore une fois, voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes très intelligentes, voire de zèbres ou de HP, qui se retrouvent avec les manipulateurs et manipulatrices parce qu'ils ont une grande empathie, une grande sensibilité. Voilà. Et comme c'est en général là où la deuxième ou la première personne qui compte vraiment dans votre vie, parce que la personne là va faire en sorte de s'investir énormément au départ pour vous faire croire que ça y est, il y a un grand truc qui est né, qu'on s'est présenté aux familles, que on a décidé qu'on va faire un enfant ensemble et tout, je sais pas quoi. En tant que fille, en tout cas, vous aurez atteint un tel niveau émotionnel à croire que c'était votre âme sœur et que ça y est, c'est fait, c'est réglé, vous êtes enfin plus seule et que vous allez avoir une famille, qu'il renonçait, alors que comme je vous dis, quelques mois auparavant, vous étiez au stade de vouloir vous suicider tellement vous en avez marre de la solitude et de pas avoir de famille et d'être une merde et de voir toutes vos copines qui font gosse sur gosse alors que vous avez rien, qu'il renonçait, c'est presque choisir la mort, comme je dis, choisir le suicide. Et il va falloir des années avant de vous dire qu'en fait, se faire taper sur la gueule et surtout dégrader tous les jours, en fait, c'est une autre forme de mort aussi. Donc il faut choisir la mort de la solitude ou la mort de votre être. Parce que l'autre, il va vous détruire un pervers narcissique ou quelqu'un de manipulateur. C'est quelqu'un qui pompe votre énergie jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il s'arrêtera pas. C'est comme le vampire, il aspire le sang, mais il s'arrête avant que la victime meure parce qu'il boit, selon la légende, s'il boit du sang mort, il va mourir. Et ben là, le PN, il est encore pire qu'un... Enfin, pire parce qu'il ira jusqu'à ce que vous mouriez ou à la limite, c'est-à-dire qu'il vous laisse toujours à la limite de la mort pour revenir à tu sais, j'ai compris, ah je m'excuse, machin, je vais changer, on va prendre un appart, on va se marier et tout machin, pour que vous retombiez dedans. Et après vous allez me dire oui, mais il faut être vraiment stupide pour y recroire à l'infini. C'est bon, il a menti 2, 3 fois, à un moment tu comprends. Ben non. Franchement, c'est aussi con que ça, mais encore une fois, vous voulez tellement y croire, vous voulez tellement l'aimer que vous vous voilez la face. La vérité, c'est ça, c'est que c'est un voilage de face permanent qui est conditionné par le besoin d'être aimé et de ne pas être seul. Ah oui, non, mais je crois que là, il a vraiment changé. Puis il faut dire aussi que le manipulateur, il est tellement bon qu'il y va, c'est croissant. C'est-à-dire que, ok, il tape de plus en plus fort au fil des mois et des années, jusqu'à ce qu'il tue, comme je dis. Mais il y a aussi le fait que les crises de remise en, c'est soi-disant remise en question, et quand il revient vers vous, il tape de plus en plus fort aussi. C'est-à-dire qu'au début, c'était des simples excuses, et après, ça arrive au stade où il fait des grosses démarches ou des belles preuves d'amour, des beaux cadeaux ou quoi, et qui font vraiment croire que là, cette fois, il a changé. Il arrive à changer ses stratégies. Même les violences, elles vont par exemple changer de thème ou je sais pas quoi. Comme ça, vous croyez que bah ça, au moins, il a évolué sur ça et c'est vrai qu'il en parle plus. Enfin bref, c'est hyper compliqué. C'est tellement compliqué que qu'on peut pas tout expliquer. Mais j'espère déjà que je vous ai un peu éclairé sur le sujet et que maintenant, à l'avenir, vous ne jugerez plus une fille qui est avec un homme toxique ou violent. Dites-vous bien que si elle est là, elle n'a pas le choix, soit financièrement, soit psychologiquement. Et le simple fait, ce que je voulais vous dire aussi, le simple fait de se dire, eh ben, ok, elle a des prisons mentales, elle est dépendante affective, ou elle n'a pas confiance en elle, ou c'est le mec qui la manipule, il ne suffit pas de s'en rendre compte parce que moi, je me rends compte justement que même à partir du moment où je prends conscience et que je commence à m'avouer, comme je vous disais froidement, qu'en fait mon conjoint n'est qu'un fils de pute, qui m'aime pas ou qui me manipule, ou que même s'il m'aime à sa façon, c'est pas ça le vrai amour et que je dois le quitter, ça c'est la prise de conscience. Mais il reste la deuxième étape, c'est de le ressentir au plus profond de soi.
Parce qu'en général, entre ce qu'on se dit dans sa tête et nos émotions, il y a encore un décalage. Même si on est capable de se dire c'est un enculé, ça veut pas dire que du jour au lendemain, on n'a plus de sentiments, comme je dis. Déjà, faut arriver au renoncement, faut faire tout un travail de deuil qui, moi, chez moi, a duré 3 ans apparemment. Parce que dès le début, enfin, très rapidement, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas avoir d'enfant avec lui, par exemple. Parce que ce qu'il faisait, c'était trop grave. Mais malgré tout, je n'arrivais pas à renoncer à lui. Je pensais l'aimer tellement et tellement pas vouloir être seule, comme je dis, alors que je ne suis pas moche, hein. Je suis quand même je pense, de ce que les autres disent, une jolie fille, mais moi, je me vois moche. Donc ça, c'est différent encore, c'est encore des problèmes psychologiques. Mais je sais que je plais en tout cas. Et je ne pouvais pas être avec quelqu'un d'autre qu'avec lui, parce que pour moi, c'était lui et pas un autre. Donc, allez savoir quel travail psychologique il a fait, ou quel travail psychologique j'ai fait sur moi inconsciemment, comme je vous dis, pour me convaincre que c'était mon âme sœur et tout, parce que je voulais tellement y croire et tellement l'aimer, encore une fois, à cause de la carence affective que on ne peut pas renoncer du jour au lendemain. C'est comme ça. Il faut du temps et il faut, comme je vous dis, le vivre dans sa chair, le ressentir et l'expérimenter pour que vraiment ça change dans notre tête. Il faut des années. Des années pour commencer à se dire, eh ben, je préfère être toute seule ou alors je vaux mieux que ça. Moi, voilà seulement au bout donc de 3 ans avec lui et 8 ans avec l'autre, que je commence à me dire, je ne veux plus qu'on me tape, je ne supporte plus. Voilà seulement que je commence à me le dire. Et même le fait que là, j'ai été capable de vous avouer que je savais que je plaisais, ça avant, je l'aurais jamais dit. Parce que pour moi, c'était une honte c'était prétentieux ou orgueilleux de dire ça presque. J'ai tellement la modestie, moi chez moi, elle est au stade de, comme je dis, n'avoir aucune estime de soi. Donc c'est extrême, c'est pas bon non plus. Bien sûr qu'il faut avoir de l'amour propre, mais il y a des gens qui en sont dénués. Donc, à moins que vous les aidiez physiquement et personnellement, quand je dis physiquement, il faut les ôter du lieu géographique où ils sont et rester avec eux quotidiennement ou prendre des nouvelles tous les jours. Et comme je vous dis, si la fille a besoin de déménager ou quoi, eh ben il faut y aller, il faut faire, il faut aider. Si elle a besoin d'argent, bah il faut donner et tout. Donc là, on est au stade où il faut carrément créer une association pour ça parce que je suis bien consciente qu'aucun particulier ne fera ça pour une femme battue qui connaît pas ou peu. Et ben en tout cas, si c'est quelqu'un de votre famille, prenez-la chez vous et payez-lui des trucs et faites-la déménager et changez-lui de numéro et ne la laissez jamais seule. Livrée à elle-même au sens qu'elle va commencer à marmonner, à se dire de toute façon je suis nulle, ma vie elle est ratée et tout, parce que là c'est là que s'ouvre la possibilité qu'elle le rappelle. Parce que le manipulateur, malheureusement, c'est une addiction, comme je vous disais, c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui, pour vous récupérer, vous dira plein de choses gentilles et combien il vous aime. Et ça, c'est tellement bon d'entendre ça. Quand vous êtes à l'article d'amour en train de vous dire de toute façon j'ai envie de mourir parce que j'en peux plus d'être seule et mal aimée de tout, c'est la merde de tout le monde, puisque comme je vous dis, quand vous commencez à pas trouver du boulot pendant des années et tout, vous êtes bien au stade de merde, surtout comme je vous disais, le statut particulier des convertis, comme moi, parce que les convertis ne sont absolument pas reconnus par la communauté et peuvent être délaissés pendant des années, c'est-à-dire que personne ne veut se marier avec elles, alors qu'on leur met en tête qu'en tant que musulmanes, elles sont contraintes de se marier avec un musulman, donc elles sont obligées de chercher dans la communauté des Arabes, et en général, faut dire ce qui est, on est plus attiré par ce qui ne nous ressemble pas, donc on cherche dans les Arabes et on se casse les dents pendant des années parce que les Arabes ne se marient pas avec nous. Sauf les salafistes qui se marient comme ça en un claquement de doigts en quelques minutes en récitant la Fatiha. Mais ça, c'est d'autres gens qui vont être toxiques d'une autre manière, puisqu'en général, je dis bien en général, pas tous, mais les salafistes sont des gens qui sont paumés spirituellement et psychiquement. Puisque c'est les extrêmes, c'est ce qu'on appelle c'est comme des extrémistes et voilà, c'est comme les gens qui sont dans la secte de Raël, c'est des gens qui se raccrochent à un idéal, à quelque chose qui n'existe pas, qui se donnent une raison de vivre parce qu'ils sont vides tout simplement, en étant extrémistes. Mais donc ils ont, comme je vous dis, en général des problèmes sentimentaux, comportementaux, sociaux et tout, parce qu'ils ont échoué dans plein de choses, alors ils se tournent vers le salafisme. Et du coup, si vous trouvez un homme qui vous dit moi je te marie tout de suite, fuyez parce que ça cache quelque chose pardon, de pire derrière. Voilà, qui vous allez le regretter. Donc je pense que là j'ai à peu près dit toutes les raisons pour lesquelles une femme se retrouve dans ces situations.
Moi, comme je vous disais récemment, depuis plusieurs mois, j'avais pris conscience que je ne voulais plus du tout être avec le conjoint qui me battait. Il m'a fallu des années pour faire mon deuil de lui. C'est-à-dire que je pleurais, mais à chaque fois qu'il me battait, je savais inconsciemment que c'était un mal pour un bien parce que il me fallait ça pour le détester toujours un peu plus et arriver au stade où ce serait suffisant pour ne plus vouloir du tout de lui dans ma vie, alors que je n'ai aucune estime de moi et aucune envie d'être seule. Je savais que ce serait lui qui me donnerait la force de le quitter à force de me taper. Même si bien sûr j'aurais voulu une autre vie et j'aurais voulu que ça s'arrête à certains moments. Et je sais plus ce que je disais, quoi. L'estime de soi et tout, ouais, c'est très, très complexe. Et du coup, moi, j'ai pas, finalement, je n'y suis pas allée en HP parce que j'ai trop peur qu'on fasse des pseudo-expériences sur moi. Je sais que les HP, c'est des milieux qui peuvent être également très mal fréquentés, voire dangereux, puisque on vous fera prendre des traitements. Au début, vous pourrez vous y opposer, puis au bout d'un moment, ils vont, je pense, s'arranger pour vous les faire prendre, parce que leur but, c'est de liquider les stocks pour faire des bénéfices au laboratoire de Médoc et aussi de créer des pseudo-zombies et de réduire la population mondiale, hein, comme tout le monde sait. C'est pas du tout un complot, ils le disent eux-mêmes. Euh, dans tous les cas, quand bien même il y a peut-être des gens à qui ça a été bénéfique, les antidépresseurs ou je ne sais quoi, déjà vous en trouverez très peu. La plupart vont vous dire ne touche jamais à ces merdes parce que ça va t'enfoncer encore plus. Dans tous les cas, ça ouvre des possibilités dans le cerveau, ça rend schizo, ça rend médium, ça rend je sais pas quoi, mais c'est très dangereux, faut pas jouer avec la chimie du cerveau comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai pas voulu aller en HP. J'ai eu peur aussi qu'on me fiche, parce qu'on est dans une société où tout est fiché, ultra fiché. Donc moi je voulais pas qu'on marque elle a été en HP et j'avais peur que le jour où j'ai des enfants, on me les saisisse à cause de ça. Tout bonnement parce que mon ex, justement, a eu un enfant qui a été placé en famille d'accueil, alors que apparemment il était pas. C'était la mère qui était droguée qui en avait la garde, donc c'est pour ça qu'elle a été placée, et lui, il a jamais réussi à la récupérer. Comme beaucoup de pères qui sont en détresse vis-à-vis de ça. Et j'ai entendu dire, si vous regardez sur YouTube, vous tapez placement abusif ASE, ASE, vous allez voir qu'il y a plein de témoignages. Aujourd'hui, c'est une manne d'argent pour les familles d'accueil et l'ASE, qui est le nouveau nom de la DAS, de placer les enfants pour un oui, pour un non. Donc ça peut être très dangereux. Et j'ai entendu, comme je vous dis sur Internet, que quand on a été avec quelqu'un qui a eu des enfants placés, on est pseudo-surveillé et que ça risque de nous arriver, qu'il y a plus de chances. Disons que c'est une chaîne un peu, ça se transmet. Donc voilà pourquoi je voulais absolument pas aller en HP. Et au fond, je savais que c'était pas moi qui étais folle, mais c'était le mec là qui était en train de me rendre folle. Voilà. Bah, on va arriver aux 2 heures, je suis vraiment navrée. Vous aurez peut-être écouté cette vidéo en plusieurs bouts et vous avez bien fait. Voilà, je sais plus quoi dire. Je pense que j'ai fait le tour et j'arrive plus à réfléchir parce que là, il me manque des nutriments, c'est incroyable, mais 2 heures à parler, c'est vidant apparemment. Donc voilà, les problèmes logistiques, les problèmes financiers, les problèmes psychologiques, la faiblesse aussi parce qu'à un moment on n'a plus la force, tout bonnement. On est tellement ratatiné, bousillé, inexistante, détruite qu'on n'a qu'une envie, c'est crever. Donc on n'a pas que ça à foutre d'aller parce qu'il faut faire des pieds et des mains et ça demande énormément d'énergie pour se sortir de ces situations. Comme je vous dis, quand bien même on irait dans un foyer de femmes battues, après il va falloir refaire un CV, chercher du boulot, se donner à fond, se lever à 7 heures du matin, alors que ça fait des années qu'on travaille plus ou je sais pas quoi, qu'on passe des nuits à criser, qu'on n'a plus d'énergie physiquement et mentalement. Et il ne faut pas exiger ça d'une femme, c'est vraiment immonde et absurde. Enfin, d'une femme battue ou d'un homme qui a été détruit aussi. Et je le répète, la seule solution, c'est la prise en charge quotidienne de quelqu'un, d'une éventuelle famille ou d'amis qui vont recevoir la personne chez elle pendant au moins des semaines, et au mieux, c'est au moins des mois, parce que l'autre, à la fin, il va en avoir marre. Quand il pourra plus y aller parce qu'il sait qu'il va se faire recevoir et qu'elle est plus seule chez elle, il va passer à autre chose, il se trouvera une autre victime. Mais pour ça, il faut attendre un certain temps, une carence. Et de même pour la femme, il faut lui faire perdre l'habitude de se faire taper dessus et lui faire reprendre confiance en elle. Et il faut un temps pour ça. Voilà. Donc j'espère que l'audio vous a quand même plu et appris des choses.
et que vous changerez d'avis sur les femmes battues et que vous avez enfin la réponse à cette fameuse question. Bonne journée.